Merci beaucoup, merci d'être venu aujourd'hui. Je précise, par podcast, j'entends évidemment podcast audio, parce que sur YouTube, podcast, ça a une toute autre définition et on s'attend peut-être à d'autres contenus si on tape nos tubes sur Internet. Aujourd'hui, on va s'intéresser tout simplement aux créateurs de vidéos qui s'intéressent aux jeux vidéo sur YouTube. On parlera évidemment de live et de Twitch, parce que c'est quelque chose qui est indispensable quand on évoque le monde du gaming. On va s'intéresser à leur façon de faire des vidéos, à leur parcours, à leurs envies de création, à leur façon d'en vivre éventuellement, ce que ça représente dans leur quotidien de faire des vidéos. Et tout simplement, je vais me tourner vers mes invités qui vont se présenter eux-mêmes. Arthur, tout va bien niveau micro? Je suis certain que oui maintenant, Voilà. Oui, donc tout va très bien. Écoute, je te laisse présenter un peu ce que tu fais sur YouTube. Voilà. J'aurais espéré que tu le fasses. Donc, de toute manière, je suis actif depuis genre 2005. Je fais des critiques de jeux. Elles sont soit super très bien, soit vraiment pas terribles. Ça dépend selon le goût des gens. Et pour l'instant, je suis en train de prendre les hormones. Je fais la transition en tant que critique de cinéma parce que je ne sais pas si tu le savais, mais le domaine de simplement faire des critiques de jeux vidéo n'est pas exactement dont YouTube a envie de faire la publicité pour l'instant. Et on va en reparler tout à l'heure. Et effectivement, il a publié récemment une critique de Ready Player One qui était mitigée, si je me souviens bien. Non, la critique était super. Le film était juste pas terrible. La critique. Nathalie. Bonjour. Bonjour. Donc moi je m'appelle Nathalie, je suis streameuse et youtubeuse. Sur YouTube je fais des analyses de chara design de personnages de jeux vidéo où j'analyse un petit peu, s'ils sont habillés comme ça a une signification, c'est pas pour rien. Et j'analyse aussi certains jeux. Non, en fait, j'en ai fait qu'un seul. J'ai aussi fait une vidéo d'analyse de 40 minutes sur Final Fantasy XV. Voilà, parce que j'avais vraiment pas grand-chose à faire de ma vie. Et sinon, à part ça, donc je suis streameuse beaucoup plus activement que sur YouTube. Par contre, où tous les jours, je joue à des jeux vidéo pendant que des gens me regardent. Voilà. Lola, donc la développeuse du dimanche sur YouTube. Oui. J'ai aucune connaissance en micro. Si c'est bon là, on m'entend? Ok. Non, si c'est bon. Du coup, moi c'est Lola, développeuse du dimanche sur YouTube. Moi j'ai un peu deux boulots, c'est que je suis vidéaste parce que voilà, je produis du contenu vidéo, mais mon contenu vidéo est basé sur mon activité de game designer, puisqu'en fait je produis un jeu indépendant en ce moment. Et mon contenu vidéo principal sur ma chaîne, c'est un journal de bord qui relate ce que je fais sur mon jeu, les trucs cool qui m'arrivent, les trucs moins cool. Je fais aussi un petit peu de pédagogie pour montrer ce que c'est le développement de jeux indépendants. Et occasionnellement, je stream aussi un petit peu sur Twitch où je fais des streams de création de visual novels en live avec le chat. Voilà. Et notre dernier invité. Oui, alors bonjour, donc moi c'est Thomas, je tiens l'émission Game Spectrum sur YouTube. J'ai commencé donc les vidéos en 2011 et puis là Game Spectrum du coup c'est un peu une émission d'analyse du jeu vidéo, un peu de vulgarisation de thématiques autour du jeu vidéo et un peu d'éducation populaire aussi, d'essayer de parler un peu de politique avec le jeu vidéo et voilà, globalement c'est ça. Tu parles plus vite. Avant d'aller sur Internet à proprement parler, je vais vous poser une question très simple. Comme vous avez tous un peu des âges un peu différents, ou plus ou moins, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos premiers souvenirs de jeux vidéo, des premiers jeux vidéo auxquels vous avez joué étant plus jeune? Arthur. Robocop de Data East, 1989 sans doute, sorti en 88, j'ai sans doute joué quelque part dans les années 90. C'était en arcade? Ça n'a rien de très grave. C'est un jeu, tu vois, où tu tires sur des gens et alors ils font ch'poum et ils meurent. Tu vois, c'est une adaptation de jeu à la con. De film à la con même. Plutôt. Nathalie, toi, ton premier jeu vidéo, concrètement, c'était moi, je m'en souviens pas très bien parce que j'ai commencé assez tard en fait. Enfin, ouais, c'est paradoxal, mais j'ai commencé assez tard les jeux vidéo et c'était sur la Game Boy et je crois que c'était Pokémon jaune. Non, même pas, c'était Pokémon bleu. Mon premier jeu dont je me souviens clairement y avoir passé du temps. Le meilleur Pokémon à l'époque. Lola, toi, tu m'avais dit tout à l'heure que même tes parents étaient fans de jeux vidéo, donc tu as été assez imprégné dedans. Ouais, en fait, moi, quand je suis née, il y avait déjà une Super Nintendo avant moi dans la maison. Donc, ce qui fait que voilà, j'ai pu observer mes parents jouer et c'est peut-être ça, en fait, mes premiers souvenirs. Enfin, mon premier souvenir, c'est mon père qui jouait à Secret of Mana en tant que... Voilà, moi, j'étais spectatrice, je jouais pas. Après, mon premier jeu, je crois, sur lequel j'ai un peu vraiment joué, ça devait être Aladdin sur Super Nintendo. Après, c'est un peu lointain, donc vraiment, c'est dur de se rappeler. Et après, mon premier vrai jeu à moi, c'était Pokémon aussi, parce que j'étais en plein dedans, c'était ma génération, quoi.
Thomas, je crois que tu es le plus jeune d'entre nous. Ouais, moi je suis né en 96, donc je suis un peu le bébé de la bande là. Mais du coup, moi j'ai commencé, c'était mon père qui m'a eu assez jeune, du coup il jouait encore un peu au jeu, il a arrêté vers ses 30 ans, mais il avait un Windows 98, du coup je me souviens un PC sur lequel je jouais sur ses genoux à Tomb Raider 2 et je hurlais quand elle se noyait parce que je faisais pas la différence entre la réalité et la fiction. C'était assez traumatisant comme expérience. Sinon j'ai ma cousine qui m'avait prêté sa Game Boy aussi, donc je jouais aux jeux de Game Boy qu'il y avait à l'époque. Et ma première console que j'ai eue pour moi, c'était la GameCube. Du coup, voilà, j'ai commencé là-dessus. Et les vidéos sur YouTube, en tant que viewer, vous avez commencé quand à en regarder? Est-ce que c'était tout de suite des vidéos sur le gaming? C'était quoi vos souvenirs là, par rapport à ça? Ouais, moi, YouTube, j'ai commencé à regarder, je pense, en 2010. En gros, c'était l'époque où il commençait à y avoir la transition entre Dailymotion et YouTube, j'ai l'impression. Il commençait à y avoir les Diablo X9 qui commençaient à percer un peu et tout ça. Et, puis il y avait aussi les anciens comme Netto75 ou Peur, enfin tout ce genre de trucs-là étaient aussi sur Dailymotion, et puis il y avait une transition qui se faisait au fur et à mesure. Et du coup, moi je regardais ça en fait à l'époque, des gens qui jouaient à des jeux vidéo et qui en parlent quoi, maintenant. Lola, toi, c'est ta consommation YouTube? Alors, ma consommation YouTube, à la base, c'était pas du tout orienté jeux vidéo, c'était pour les clips de musique, parce que c'était un moyen de les réécouter quand t'avais pas les CD chez toi, et vraiment, je passais ma vie à juste regarder des clips. Mais après, mes premiers souvenirs de contenu jeux vidéo en vidéo, alors c'était pas sur YouTube, mais je regardais beaucoup à l'époque les gaming live de jeuxvideo.com parce que c'était nouveau pour moi. Je voyais des gens qui jouaient un jeu en direct, qui le testaient, il y avait un aspect review aussi. Et j'étais dans une consommation assez boulimique de jeux à l'époque parce que moi je voulais tout. Par exemple sur la DS, je me suis dit ok, il me faut absolument tous les meilleurs jeux DS. Du coup, voilà, je regardais toutes ces vidéos-là pour me faire un avis et pouvoir faire après mon shopping, quoi. Nathalie, toi, là aussi, est-ce que YouTube, en plus Twitch, d'abord YouTube? Ouais, d'abord YouTube et surtout Twitch. En fait, je n'avais jamais regardé avant de commencer. J'ai commencé sur Twitch, je ne regardais absolument pas de streamer. Mais du coup, pour mes débuts sur YouTube, pour les premières vidéos que j'ai regardées sur YouTube, je m'en souviens même pas. Je sais que je regardais vraiment pratiquement pas de vidéos. Pareil, je faisais comme Lola. En fait, je regardais des clips de musique. Et sinon, en fait, au début... rip le bouchon. Sinon, en fait, au tout début, non, ouais. En fait, c'est marrant, mais ce qui m'a poussé sur YouTube, je crois me souvenir que c'est des vidéos de sketch qui d'abord étaient sur d'autres formats. Ah oui, c'était avec Cyprien, avec le Rewind. Ah bah voilà, comme qui beaucoup faisait de donc, personnes. sur 20 minutes. Et après, on m'a dit, ouais, Cyprien, en fait, il fait partie d'un truc qui s'appelle Level Crew, machin. J'étais en mode, quoi? Et du coup, j'ai fini sur YouTube. Et je pense que ça a dû être les premières vidéos que j'ai regardées. Et après, c'est parti très vite, par contre, quand j'ai commencé à voir d'autres... gros youtubeurs, genre le joueur du grenier, que je regardais beaucoup à ses débuts. Et c'est les plus loin que je me souvienne de YouTube. Après, j'ai commencé à tout regarder dessus. Arthur, toi, tu as commencé en 2005 les vidéos sur Internet, si je me souviens bien, et puis en 2008 sur YouTube. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'était à l'époque dans le domaine alors, du c'est game? très simple, vois-tu. Avant YouTube, ils avaient des sites. Et alors, sur les sites, tu pouvais télécharger les vidéos, ce qui est une idée assez novatrice et assez stupide. Donc, j'aurais tendance à penser que quand tu regardes ce qu'il y avait avant YouTube, et YouTube c'est très bien, Dailymotion aussi, ce qui m'a probablement plus formé dans ce que j'essaie de faire, c'était Game Center CX, qui est une émission qui a inventé le let's play, c'était à la télévision japonaise, TV Asahi en particulier, je sais maintenant qu'ils sont sur un autre service satellitaire, je ne saurais pas te dire lequel, et Consolevania.com qui a fait la seule émission de jeux vidéo qui a fait la transition du web à la BBC, et maintenant ils sont sur Patreon, c'est très acceptable, je vous conseille d'ailleurs, Consolevania c'est vraiment old school, mais c'est particulièrement sympathique. Et bon, j'imagine que tout le monde regarde genre, ce qui se passe sur YouTube de nos jours, j'aime bien Red Letter Media, je consomme très peu sur le jeu vidéo en fait, parce que j'aime pas les spoilers. C'est très con à dire, mais c'est comme ça. On va en reparler après. Donc, il y a des formats qui se sont imposés progressivement sur Internet. On parle beaucoup du let's play. Il y a des jeux vidéo stars comme Minecraft qui ont permis vraiment de faire émerger certains vidéastes, certains formats. Vous avez des formats différents. Voilà, et je pense que on va peut-être permettre à chacun d'expliquer concrètement ce que vous proposez comme format au singulier ou au pluriel. Thomas, toi, tes analyses, tu les présenterais comment? Ça a vachement évolué par rapport à quand j'ai commencé. Moi, aujourd'hui, il y a on va dire un espèce de croisement entre... ça dépend, les vidéos, je change un peu. Mais il y a une inspiration, par exemple, mes chers contemporains, ou ce genre de format un peu documentaire, comme ça, comme a pu faire Usul. Et des fois, un peu plus proche de ce que pourrait proposer Dirty Biology en termes de format. Enfin,
un truc un peu plus YouTube et des fois un truc un peu plus, je sais pas si le mot c'est télé, mais en tout cas peut-être un peu plus, ouais. C'est un mélange, quoi, ça dépend. Et en termes de sujet, tu parles vraiment, c'est très large, tu peux parler de politique, jeux vidéo, tu as pu parler aussi de l'influence que Squeezie pouvait avoir sur l'industrie du jeu vidéo, tu te places pas de limite en termes de sujet. Oui, c'était pendant très longtemps, en fait, au début j'ai commencé vraiment en faisant du Halo X9, quoi, vraiment j'ai commencé comme ça. Après, sous l'influence notamment d'Arthur, mais de plein d'autres gens, j'ai commencé à faire des critiques parce que je trouvais ça intéressant et je me suis nourri de ça. Et c'était très bien d'ailleurs, autant te le dire. Bah, merci beaucoup. On se demande pourquoi tu as changé, je veux dire, tu as changé ton arme à gauche. Voilà. Et du coup, et après, au bout d'un moment, j'avais envie enfin, les critiques, ça me plaît toujours et j'en consomme toujours beaucoup, mais je sais pas, j'ai voulu aussi, enfin, à chaque fois que je faisais des critiques, je me rendais compte que j'avais envie d'écrire sur plus. Enfin, à chaque fois, je prenais le jeu, je le critiquais, mais il y avait des trucs que j'avais envie de sortir en fait de ce cadre-là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai évolué au fur et à mesure. Il y a encore des Game Spectrum qui ressemblent un peu à des critiques, enfin, pas vraiment, mais qui s'en rapprochent un peu comme celle sur Zelda. Mais c'est plus la majorité de ce que je fais, quoi. Et puis c'était aussi sur un concept autour du jeu voilà. vidéo où tu t'es interrogé sur... Il y avait aussi un aspect vulgarisation presque d'un article de Mathieu Triclot sur le sujet aussi dans la vidéo. Lola, toi tu as un format principal très particulier, qui est ton journal de bord, donc c'est en gros une aventure qu'on suit, c'est la création d'un jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as eu cette idée de faire ce récit depuis qui a commencé en avril 2016 C'était septembre 2016, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça commence à dater un petit peu maintenant. En fait, comment ça m'est venu parce qu'avant d'être sur YouTube et d'être dans l'indépendant, moi je bossais dans l'industrie. J'étais game designer dans un studio. Sauf que l'expérience, l'industrie dans laquelle j'étais à ce moment-là, ça commençait à me blaser un peu. Parce qu'il y a pas mal de contraintes et une grosse différence entre ce qu'on te vend pendant tes études et ce que tu vas avoir à l'arrivée dans les studios. Ou pendant tes études, tu as carte blanche, tu es hyper créatif et on t'apprend à faire des trucs super pointus. Et finalement, quand je me suis retrouvée dans ma boîte, je m'ennuyais beaucoup. Et je me suis dit que c'était le problème, c'est un problème généralisé dans pas mal de studios parce que j'ai pas mal de collègues qui sont dans ce cas-là. Et j'ai commencé à me dire, en fait, ça me saoule. J'aimerais bien faire un jeu indé sur lequel, voilà, j'aurais carte blanche, je serais mon propre patron, comme ça, voilà, je pourrais faire mon truc de manière libre. Et pendant que je réfléchissais à ça, à l'idée de lancer mon jeu indépendant, il y a eu la période Elles font YouTube et beaucoup de femmes sur YouTube qui disaient, en fait, les filles, c'est pas très représentatif sur YouTube. On les voit beaucoup dans des secteurs comme la beauté et le lifestyle, et dès que ça devient un peu plus technique ou quoi que ce soit, il y a moins de monde et on est moins visible. Donc il y avait tout ce message de n'hésitez pas à vous lancer. Et je me suis dit, ouais, en fait j'aime bien faire de la vidéo aussi, j'en avais déjà fait, mais pour des trucs, genre des mariages, des machins, je faisais du montage à 2 balles. Je me suis dit, ça pourrait être marrant en fait de raconter comment je m'en sors en développant mon jeu toute seule. Et surtout, j'ai l'impression, à l'époque, je me disais, en plus, j'ai pas vu beaucoup de chaînes faire ça. J'ai pas vu, en tout cas en France, il n'y avait pas beaucoup de démarches dans ce genre. Alors que moi, j'aurais adoré suivre des parcours de développeurs indépendants pour voir un peu toutes les galères, parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne soupçonne pas quand on joue à un jeu, des détails vraiment stupides, genre comment on ouvre une porte, est-ce qu'on ouvre une porte. Parfois, on peut passer une semaine à se poser la question dessus. Et j'avais cette envie-là, et j'avais aussi envie de transmettre quelque chose. J'ai toujours eu envie d'avoir une approche pédagogique et de rendre surtout le médium accessible. Parce qu'il y a toute cette idée que le jeu vidéo, pour moi c'était comme le cinéma, comme sur des choses, c'était waouh, c'est un truc que pour les gens qui connaissent des gens dans le cinéma, mais pas n'importe qui peut le faire. Alors qu'au final, aujourd'hui, on vit quand même à une époque où la plupart des moteurs sont gratuits, il y a pas mal de tutos sur Internet, donc je me suis dit, pourquoi pas aussi peut-être lancer un mouvement qui va aider des gens à se lancer et à créer leur jeu, quoi. Et j'ai une question par rapport justement à ce qui a un aspect très technique dans tes vidéos. Comment tu t'assures que tout ce langage de game design, ça soit le plus accessible possible? Parce qu'à chaque fois, tu dois quand même t'interroger sur qui regarde tes vidéos. Et il faut que le grand public puisse comprendre. Alors en fait, à la base, quand j'ai lancé mon format, je pensais que ça serait un peu pour moi. Que ça serait quelque chose qui me servirait d'archive, parce que c'est important quand on fait un jeu de faire un post-mortem, c'est-à-dire quand il est sorti, ok, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, histoire de faire un bilan. Mais je me suis dit, mes parents, ils vont peut-être regarder ce que je vais faire et ça va peut-être les intéresser, parce qu'ils me suivent beaucoup dans ce que je fais et tout ça. Donc je me suis dit, à chaque fois que je vais parler d'un truc un peu technique,
et ben, je vais expliquer le mot en fait. C'est ce que j'essaye de faire le plus possible. Quand je vais parler d'un mot, en plus il y a beaucoup d'anglicismes dans le design en jeu vidéo. Donc voilà, design, voilà, tout ça. Du coup, je me suis dit, je vais faire attention en écrivant, parce que j'écris vraiment tous mes épisodes, c'est rarement lancé en impro, hein, j'écris tout. Je me dis, ok, dès qu'il y a un mot où je pense que ma mère ou mon père ils vont pas comprendre, je vais faire une petite parenthèse où je vais expliquer le concept. Alors après, ça reste quand même pas forcément le truc le plus accessible pour des gens qui connaissent pas du tout le jeu vidéo. Je pense que c'est compliqué, mais pour ne serait-ce que des joueurs, je pense que mon contenu est accessible. Je confirme, même si j'ai un niveau terrible dans la plupart des jeux vidéo. Tu disais que tu écrivais donc beaucoup tes textes, voilà, il y avait une vraie précision sur les choix des mots. Toi, Arthur, alors, tu as un format principal qui s'appelle les critiques cruelles, où tu prends un jeu vidéo et tu t'en parles sur plusieurs minutes. Et tu m'avais dit, on avait discuté, moi j'avais la sensation, avant d'en discuter avec toi, que c'était écrit au mot près, à la virgule près. Mais toi, tu m'as dit que justement, non, ce phrasé très particulier que tu peux avoir, c'est plus improvisé qu'on croit en fait. Mais je comprends l'avantage d'écrire les choses, on risquerait difficilement de devoir recommencer la prise ou des choses comme ça, mais il me semble important que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un puisse faire ça de manière improvisée. Alors ça revient au fait que, bien entendu, les gens que j'écoutais à l'époque faisaient les choses ainsi, alors probablement par incompréhension de comment on est censé faire plus qu'autre chose. Mais à mon sens, si tu arrives à t'en sortir dans le domaine de l'improvisation, c'est un avantage dans le sens où tu as un mélange entre la spontanéité de ce que les gens pourraient s'attendre justement du streaming ou du let's play avec la capacité du fait que ça a fait quand même maintenant quelques années que j'apprends vaguement à faire ce que je fais. Voilà. Et alors, il y a une vidéo qui m'avait intéressé aussi, c'est pour le coup là, contrairement aux critiques cruelles, tu étais face cam et tu donnais ton avis, tu parlais de la critique de jeux vidéo. Et tu portais un regard assez négatif du métier de journaliste jeux vidéo. Il faut comprendre que c'est déjà presque une incompréhension dans les titres. Je veux dire, on fait très peu de journalisme dans le jeu vidéo. Tu as beaucoup d'efforts qui sont dans le domaine de il faut véhiculer l'information au spectateur, à la personne qui va finir par l'acheter. Donc, qu'on puisse considérer que ce soit une forme de publicité supplémentaire, mais effectivement, le fait d'un journalisme de jeux vidéo, tu vois ça encore de nos jours, il est toujours tempéré par l'obligation de garder une forme de lien avec les éditeurs. Je veux dire, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, parce que ça date, mais à l'époque où Canard PC, c'était absolument ridiculisé à dire que Soldner était un jeu absolument raisonnable, parce qu'ils en avaient récupéré 4 caisses pour les vendre à leurs abonnés. Je veux dire, c'était l'affaire Soldner. C'est sur ça que Naufrag s'est fait de la publicité à l'époque. Donc je pense que oui, d'un côté, alors je ne vais pas aller prétendre que je fais du journalisme de jeux vidéo, mais le journalisme de jeux vidéo, à un moment ou à un autre, ce ne serait pas une mauvaise idée non plus, quoi. Un peu plus. Et donc tu penses qu'il n'y a pas eu d'amélioration depuis Est-ce que tu as vu des nouveaux sites de jeux vidéo s'ouvrir ces dernières années qui font soi-disant de la critique et qui sont soi-disant... Non, mais récemment, il y a eu des enquêtes intéressantes, notamment dans le cadre de harcèlement dans certaines boîtes de jeux vidéo. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'il peut y avoir des productions. Mais après, on parle de critiques, là, effectivement. Je ne dis pas le contraire, hein, mais dans le truc, tu te retrouves avec grosso modo 2 journaux qui sont respectables dans le domaine de la chose, et c'est Canard PC et qui d'autre? La question se pose, je veux dire, si je devais absolument regarder, c'est probablement le magazine qui est tiré des écrits qui sont publiés sur jeuxvideo.fr qui tient le mieux. De la seconde place, mais voilà, tant que les gens ne seront pas prêts à payer pour un contenu journalistique dans ce domaine d'activité-là, il y aura simplement un petit grain de sel à prendre avec l'information. Disons ça ainsi. Nathalie, toi, donc, tu es principalement streameuse, on va dire. Tu fais plusieurs lives par semaine. Comment tu peux nous expliquer comment tu gères ces deux YouTube? À quoi te sert YouTube? À quoi te sert Twitch? Comment tu jongles entre les deux? C'est assez compliqué. Au début, j'avais que YouTube. Le problème, c'est qu'après, j'ai commencé YouTube en même temps que mes études. Et évidemment, je ne pouvais pas faire les deux. Et quand j'ai fini mes études, je voulais vraiment me lancer dans le streaming, qui est donc quelque chose de complètement différent. Donc j'ai commencé à me mettre intensément dans le streaming. Mais quand je dis intensément, il m'arrive de faire assez souvent 8 heures, 10 heures, 12 heures de live, sans pause, d'affilée. Et donc, quand tu fais ça, tu ne peux pas te dire, en plus à côté, je vais faire une vidéo avec de l'écriture, du montage, du travail et tout ça. Et donc, ma chaîne YouTube, pour l'instant, je n'arrive pas à jongler entre les deux parce qu'en plus, j'ai un problème de santé, j'ai un syndrome de fatigue chronique, donc je suis complètement morte tout le temps. Donc, je stream. Et quand je stream pas, je fais ma vidéo YouTube sur ma chaîne travailler.
Et sinon, des fois, j'utilise YouTube sur une autre chaîne où j'envoie mes replays de mes lives Twitch parce que je pensais honnêtement pas, parce que personnellement, je regarde pas de live Twitch et en plus, je regarde pas de let's play. Comment dire ? Si je regarde des let's play, je veux pas regarder un replay d'un live Twitch parce que je veux pas voir le streamer que je suis dire oh merci machin de t'être abonné alors que c'est une vidéo, c'est passé. Et je pensais que je pensais que de toute façon ces vidéos-là, si je les mettais sur YouTube, personne les regarderait parce que ça intéresse personne. Et en fait, si. Et je comprends pas pourquoi, mais donc j'ai fait une deuxième chaîne qui s'appelle Nathalie Replay. Non, Nathalie YOLO. Voilà, c'était plus poétique. Et donc voilà, j'ai une deuxième chaîne où j'envoie tous les replays de mes live Twitch. Et donc des fois j'ai des vidéos, mais c'est des vidéos brutes. Donc il y a 8 heures de vidéos YouTube, mais c'est du replay de Twitch. Donc où je dis merci aux gens qui se sont abonnés sur le moment. Et il y a des gens qui suivent quand même, je suis presque à 1000 abonnés sur cette deuxième chaîne, et il y a des gens qui suivent et qui sont en mode, et qui me posent des questions, comme si j'étais en direct, les mêmes questions, en mode, ah tiens, tu devrais aller là, ah tu sais, t'as raté ça, à tel moment, il y avait un PNJ, t'aurais dû lui parler. Et du coup, voilà, genre, je suis un peu surprise, mais apparemment, même les replays de live Twitch bruts, donc qui n'ont pas été monter et tout ça, ça intéresse quand même des gens. Et du coup, là, j'essaye de m'en servir. Enfin, du coup, ma chaîne de replay est active tous les jours parce que tous les jours, je stream. Donc, il y a un replay qui arrive dessus. Et mon autre chaîne YouTube, c'est dès que j'ai le temps parce que c'est là où je fais des travaux beaucoup plus travaillés. Donc, parce que là, je fais vraiment des trucs... en général, genre, la vidéo dont je parlais tout à l'heure, mon analyse critique sur Final Fantasy XV, qui dure 42 minutes, m'a pris 3 mois à faire, au niveau écriture, montage, recherche et tout ça, parce que je suis extrêmement perfectionniste et parce que voilà, j'ai un emploi du temps qui est très aléatoire. Enfin, c'est quand j'ai le temps que je la fais, quoi. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup de mal à jongler entre les deux, mais les deux me servent. On va rediscuter de l'aspect technique, montage, comment chacun vous gérez ça au quotidien. Simplement, tu parlais aussi, tu t'étonnais du fait que des gens puissent avoir envie de regarder des replays Twitch et même des fois commentent. Est-ce que vous, en tant que viewer, qu'internaute, vous consommez du YouTube Gaming? Quel type de format vous regardez et vous plaît particulièrement, Arthur? Uniquement Dark Side Field, bien entendu. D'accord, très bien. Merci. Lola? Moi, ce que je consomme sur YouTube, en fait, c'est rarement en jeux vidéo. Parce qu'en fait, je suis tout le temps dedans. C'est mon boulot. Et quand je prends du temps libre, j'essaye de regarder autre chose. Donc, je regarde des trucs... Quoique, si je regarde quand même parfois un peu de let's play des deux chaînes américaines, je regarde pas mal Game Grumps, que je trouve assez marrant. Sinon, ça peut aller, je regarde n'importe quoi. Je regarde des gens qui repeignent des poupées en leur ayant effacé le visage avant et qui refont des super dessins. Et je vais regarder des gens qui font du skate. Et puis, je vais regarder... Enfin, vraiment, j'ai une consommation... je me laisse porter par l'algorithme. Ouais, l'algorithme me guide. On adore. Voilà, on l'aime très, très fort. Et sinon, sur Twitch, je consomme pas du tout. J'en fais, mais je regarde jamais rien dessus. Toi, Thomas, tu t'intéresses à quel type de contenu et quel type de contenu gaming ou non gaming à ton... Moi, c'est un peu pareil. Enfin, moi, YouTube, c'est un peu ce que je regarde principalement. Je regarde pas particulièrement la télé ou des fois des rediffs de trucs qui peuvent m'intéresser, mais je consomme beaucoup YouTube. J'ai découvert Twitch il y a pas longtemps, le Twitch Game et tout, donc du coup, je regarde un peu ça aussi maintenant. Mais sur YouTube, je consomme vraiment tout. Enfin, sur le jeu vidéo, j'aime beaucoup ce que font déjà plein d'amis qui en discutent, mais sinon aussi, chez les anglophones, il y a des trucs très très bien, je trouve. Comme Game Maker Toolkit ou des choses comme ça que j'aime bien regarder. Mais ouais, vraiment sur YouTube, je peux regarder tout. Je peux passer de Kazenestat à un vlog d'Enjoy Phoenix. Tout. Je suis un peu curieux de tout en fait, et puis j'ai beaucoup de temps à perdre. Donc. Alors en ce moment, il y a un jeu qui marche très très bien sur YouTube, sur Twitch. Donc c'est Fortnite, donc un battle royale où le but c'est d'éliminer le plus possible de personnes en ligne et d'être le dernier survivant sur une île. C'est un jeu qui est extrêmement populaire, qui draine d'énormes audiences, que ce soit sur Twitch, sur YouTube. C'est les contenus qui ressortent souvent le plus sur les chaînes des gaming les plus populaires. Voilà. The Kerry, Chelsea, Squeezie aussi a beaucoup joué il y a déjà quelques mois. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Est-ce que c'est un jeu auquel vous vous intéressez? Et est-ce que la façon dont on traite ce jeu en let's play, en mode très fun, avec des montages souvent très travaillés, très lol, etc., est-ce que vous, ça vous intéresse ou c'est justement pas votre YouTube en fait? Moi, en fait, c'est pas spécialement ce que je regarde parce que c'est pas le style de jeu auquel j'aime jouer.
Et il y a aussi le côté, en fait, je pense que c'est un jeu, peut-être je m'avance, hein, mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui a été fait pour ça, en fait, qui a été designé pour être streamé et pour voilà, être regardé. Même s'il est beaucoup joué, c'est quand même un jeu qui est fait aussi pour être pas mal regardé par ses let's players préférés. C'est pas spécialement ce que je consomme le plus comme vidéo, tout simplement parce que c'est pas le style de jeu que je pratique. Moi, je suis plutôt dans une consommation de jeux indépendants et des jeux en fait qui se font très vite gâcher s'ils sont streamés. En fait, c'est pour ça, c'est pas vraiment la même consommation. Mais après, je trouve ça très cool parce que ça amène des gens à découvrir, voilà, comme ça devient super populaire, peut-être qu'en découvrant Fortnite, ils vont aller jouer à autre chose ou regarder d'autres streamers. Donc, je trouve que c'est cool, mais c'est pas spécialement ce qui m'intéresse le plus de mon côté. Toi, Nathalie, c'est un jeu, tu t'es posé la question en tant que streameuse, est-ce que tu dois jouer à ce jeu-là comme beaucoup d'autres? Ouais, bah, idéalement, forcément, quand tu es streamer, tu regardes les jeux vidéo qui sont le plus hypés. Et effectivement, les jeux vidéo qui ont le plus de succès sur stream, donc les jeux vidéo les plus intéressants à faire en direct, c'est en général les jeux compétitifs. Donc ça peut être des MOBA, du League of Legends, du Heroes of the Storm ou autres. Hein. Des fois, il y en a même des moins connus, genre Battlerite ou Smite. Et ça peut surtout être, ces derniers temps, les Battle Royale, donc PUBG, Fortnite et sûrement d'autres que j'oublie. Et effectivement, je me suis posé cette question. Le problème, c'est que si j'aime bien les MOBA, j'ai horreur des FPS. Mais tous les FPS sont la moindre distinction, c'est-à-dire le simple fait de devoir tenir un flingue et de faire pam-pam-boum dans la tête de l'adversaire ne m'a jamais intéressé. Et c'est assez tragique quand tu joues aux jeux vidéo finalement, parce que énormément de jeux vidéo sont basés là-dessus. Et donc quand tu te dis, bah moi je vais streamer des jeux et je vais jamais toucher un seul FPS, c'est un peu comme te tirer une balle dans le pied au début, ou en tout cas je pensais que ça l'était. Et du coup, non, perso, Fortnite, ça m'intéresse pas du tout. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que je devrais y jouer? Peut-être que j'y jouerai un jour pour le fun, en mode, bah regardez, une noob sur Fortnite et on verra bien si ça se passe. Mais personnellement, non, ça m'intéresse pas et je pense pas que j'y jouerai. Mais exactement comme a dit Lola, je pense que c'est vraiment cool, par contre, que des jeux comme Battle Royale, enfin, ce style de jeu Battle Royale ait autant de succès, parce que c'est un peu comme Minecraft, c'est un peu l'effet que Minecraft a eu sur YouTube. C'est-à-dire que Minecraft, sur YouTube, il y a de plus en plus de jeunes qui ont commencé à regarder des vidéos YouTube et qui se sont peut-être lancés sur YouTube grâce à Minecraft. Parce qu'en fait, ils aimaient tellement ce jeu ils en avaient tellement besoin en fait d'avoir du contenu autour de ce jeu qu'ils sont allés se pencher vers d'autres médias. Ça a pu être YouTube, ça a peut-être été d'autres choses, genre des goodies ou quoi, mais dans tous les cas, c'est grâce aux jeux vidéo qui sont arrivés sur YouTube, je pense. Et là, c'est un peu la même chose qui se passe avec Fortnite et avec Twitch. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui aiment tellement Fortnite et qui veulent tellement maxer ça, qui vont aller regarder des vidéos YouTube sur ce jeu pour s'améliorer. Et ils vont peut-être aller commencer à regarder des lives de gros joueurs, de joueurs très très bons pour essayer de devenir meilleurs ou juste pour passer un bon moment sur leur jeu vidéo préféré. Et du coup, si certains vont venir là que pour ce jeu, genre que pour Fortnite, il y en a d'autres qui vont se dire, bah c'est marrant Twitch en fait, je connaissais pas, j'ai peut-être resté, j'ai peut-être regardé autre chose. Et du coup, l'air de rien, ça permet un petit peu de monter pour la plateforme. Donc je trouve que c'est vraiment cool dans l'idée, mais du coup, pour les streamers, évidemment c'est intéressant de se lancer sur ce genre de jeu, mais c'est pas indispensable, je pense. Arthur, toi Uniquement si j'étais payé. Je veux dire, je vois absolument pas l'intérêt. Le free-to-play ne m'intéresse pas. Je veux dire, je possède PUBG, j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Alors je vais probablement pas m'attaquer à la version gratuite pour enfants de 12 ans. D'accord. Toi, Thomas, tu en as un peu parlé dans une vidéo où tu parles un peu de ce type de jeu un peu phénomène. Toi, ça t'intéresse, ça t'intrigue? J'ai l'impression, enfin moi en tout cas, dans la situation dans laquelle je suis, qui est assez précaire, où j'aimerais bien arriver à vivre de mon activité sur Internet et où ça fait 7 ans que j'essaye et c'est un peu galère, quoi. Forcément, je me pose la question de ça parce que je me pose la question de comment je peux faire pour essayer d'avoir une audience suffisamment importante pour pouvoir en vivre en fait. Et du coup, forcément, quand on parle de jeux vidéo, même quand on parle de cinéma, à mon avis, on s'intéresse aux grosses sorties, on se dit ah, si j'arrive à glisser ça dans ma ligne édito, est-ce que c'est pas bien ou ça pourrait être voilà. Du coup, après, quand on fait des contenus un peu fouillés ou quand on essaie de réfléchir sur ce dont on veut parler, c'est dur de suivre la hype en fait. C'est assez compliqué quoi. Il y en a qui le font très bien. Enfin, Game Next Door ont sorti une vidéo sur le Battle Royale il n'y a pas longtemps qui était vraiment cool, je trouve. Mais du coup, la question se pose à cause de la précarité quand on veut en vivre. Après, sinon, en tant que viewer, j'en regarde de temps en temps, ça m'arrive. Parce que des fois, il y a des jeux compétitifs, des fois où j'accroche et je me dis j'aimerais bien être meilleur et comment on fait quoi. Mais voilà. J'ai une autre question par rapport à ce type de jeux vidéo très populaire. Donc, ça amène aussi des formats de vidéos très populaires qui sont souvent plus faciles à produire. C'est-à-dire que souvent, c'est un live qui est remonté un peu différemment avec des effets de montage très cut, avec des gros plans, des zooms, des ajouts de mèmes ou ce genre de choses. Et il y a un écart considérable d'audience, de visibilité. Comment vous expliquez un petit peu
le fait que des vidéos de vulgarisation, d'analyse ne puissent pas prétendre à autant de visibilité, parce que j'ai l'impression qu'à l'étranger, bon, peut-être qu'on parle de vidéastes anglophones, donc il y a peut-être c'est plus facile pour eux d'atteindre plus de personnes, mais j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est en France ou en tout cas qu'il y a un vrai écart. Comment vous l'expliquez Moi, je pense que c'est surtout un problème d'accessibilité, en fait. C'est que, on va reprendre l'exemple de Minecraft. Tout simplement, comme il y a beaucoup de joueurs, et surtout de joueurs qui sont jeunes, moi, je sais qu'à l'époque, j'aurais aussi été voir toutes les vidéos qui parlent de Minecraft et voir des gens qui jouent ou des gens juste qui vont faire un top 10 des faits sur Minecraft, simplement parce que c'est peut-être l'état mental dans lequel j'étais à l'époque, c'est-à-dire je suis fan de ce jeu, donc du coup je vais me concentrer uniquement sur ce jeu, je vais regarder des gens qui vont faire des let's play rigolos, alors que la vulgarisation, déjà, ça demande, en plus d'être joueur, de s'intéresser à la façon dont les jeux sont faits, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, et je pense qu'à partir du moment où plus on ajoute des filtres en fait, sur ce qu'on apprécie dans le jeu vidéo, plus on va perdre automatiquement en visibilité. Et après, effectivement, pour les anglophones, je pense qu'il y a simplement la langue qui fait que ça marche mieux, puisque moi, la moitié du contenu YouTube que je regarde, c'est anglais. Y a plein de gens, je vois des Américains qui ont une communauté partout dans le monde, vraiment partout dans le monde. Même si le français, c'est une langue qui est quand même pas mal répandue, ça pose quand même quelques limites. Et moi, j'avais vu le cas d'un YouTuber avec Fortnite. J'ai malheureusement oublié le nom de sa chaîne, mais sa chaîne a grimpé à une vitesse incroyable. Je sais pas si c'est lui, c'est un anglais. Donc, il a gagné, je crois, 4 millions d'abonnés. Ouais, c'est peut-être ça alors. Ouais. Et c'était lui qui avait fait un stream avec Drake, je crois. Ouais. Et, moi, c'était pas un streamer, celui que je voyais, c'était juste un gars qui faisait des top 10 des trucs que vous savez pas sur Fortnite. Et le truc était vraiment même pas monté. Il faisait 10 minutes pile pour pouvoir mettre une vidéo au début, au milieu, à la fin. Et en fait, il a réussi à grimper. L'algorithme l'a fait grimper très très vite. Parce que je pense que c'est des formats aussi qui sont peut-être plus rapides à faire. Et une des lois de YouTube, c'est plus tu es là, plus on va te voir. L'algorithme va te mettre en avant si tu sors une vidéo par jour, plutôt que si tu sors une vidéo par mois. Et de par sa nature, la vulgarisation prend plus de temps. Et c'est, je trouve, quasi impossible de sortir une vidéo de vulga par jour, alors que du let's play, c'est beaucoup plus facile à sortir, quoi. Et que c'est pas sorcier à l'époque qui arrivait à... Oui, voilà, c'est ça. Quotidien en termes de vulgarisation. Nathalie, Arthur, vous, cet écart d'audience potentielle, vous l'expliquez ou il y a d'autres raisons? Il réfléchit d'un seul point de vue démographique déjà. Je veux dire, la question se pose. J'imagine qu'il y a une scène de tout ça qui est très vivante dans le domaine hispanophone, pour des raisons logiques. Il y a plus de gens qui parlent cette langue-là qu'une autre. Alors, je ne vais pas aller prétendre qu'il n'y a pas un public pour les vidéos de jeux vidéo en français, ce serait ridicule, mais il faut bien entendu s'attendre à ce qu'un effet qui soit simplement algorithmique de la chose fonctionne sur des vagues successives de trucs publicitaires. Tu vois d'ailleurs qu'il y a une forme de sédimentation presque des types de formules qui sont à la mode. Beaucoup moins de gens sont en train de percer sur le domaine de faire de la vidéo sur Minecraft de nos jours qu'il y a par exemple 4 ans, parce que c'est fini. Et il est évident que si tout d'un coup un succès comme celui de Fortnite s'explique, c'est aussi parce que le jeu est en free-to-play, donc il y a beaucoup plus de gens qui sont susceptibles de pouvoir y toucher sans devoir dépenser un sou, et qu'effectivement la question se pose de savoir de quoi il est question. Et il est évident que quand on regarde le succès le plus haut du YouTube Game francophone, il est forcément un tout petit peu plus bas que celui qui est disponible, ne serait-ce que dans le domaine anglophone. Pour une raison plus simple. Et il faut aussi dire que le fait que les pays qui sont francophones ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui sont anglophones, donc peut-être il y a un mélange de sources qui se passe là-dessus. Et un autre truc aussi qui est quand même important, c'est que les viewers moyens, enfin ceux qui regardent des vidéos en général, c'est des gens qui ont un taf. Je fais une énorme moyenne. C'est des collégiens, des lycéens, des gens qui ont un taf, qui vont dans un autre truc et qui rentrent chez eux le soir et qui regardent des vidéos. C'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, c'est la moyenne que je me fais, c'est l'idée que je me fais. Et donc, ils rentrent chez eux, ils sont fatigués, ils ont peut-être pas envie de se regarder une demi-heure, 1 heure de vidéos de vulgarisation. Ils ont peut-être juste envie de se dire « Ah non, là, j'ai eu une journée chiante de taf, je veux juste me distraire, je veux regarder un truc drôle. » Parce que je pense sincèrement que c'est pour ça que les sketchs et les trucs humoristiques marchent aussi bien. En plus du fait que tout le monde aime rire, je pense que n'importe quel humain, le premier humain qui te dit non, moi j'aime pas rigoler, il y a un problème, mais tout le monde aime rire. Donc, si tu fais une vidéo drôle, t'es sûr que
ça va toucher autant des tranches d'âge différentes que des gens. Enfin, si tu fais une vidéo très drôle, même si elle parle de jeux vidéo, si tu arrives à faire en sorte que tes blagues soient compréhensibles par tout le monde, parce que l'humour est général, ben, ça va toucher tout le monde. Donc forcément, tu auras une plus grande audience. La vulgarisation, même si le but, c'est de pouvoir toucher un plus grand public, ça va dépendre. Enfin, si tu vulgarises un truc de jeu vidéo, ben, y a quand même des chances pour que ça plaise quand même plutôt aux gens qui s'y connaissent en jeu vidéo que les autres. En général, hein, je pense. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a vraiment aussi une idée de, bah voilà, les gens, ils rentrent chez eux le soir, ils ont envie de se distraire, ils ont envie de regarder des trucs drôles, des trucs dans lesquels ils n'ont pas besoin de réfléchir, des trucs qui durent 3 minutes parce qu'ils veulent pouvoir faire autre chose à côté ou ils veulent pouvoir en regarder plein à la suite. Et donc voilà, c'est pour ça que je pense que, je pense que ça peut faire partie des explications sur pourquoi les vidéos de vulgarisation, qui peuvent être passionnantes et super intéressantes et nous apprendre vraiment des trucs, ont peut-être moins de succès, parce que ça te demanderait un effort de réflexion, parce que la vulgarisation ne se fait pas toute seule, malheureusement, tu es obligé de faire un effort par toi derrière, de réfléchir à ce que tu viens de voir, quoi. Et du coup, tout le monde n'a pas envie de faire ça. J'enchaîne, parce que vous avez apporté un peu des éléments de réponse jusque-là, mais sur la façon dont vous organisez vos tournages, les montages, le temps de recherche pour chaque vidéo. Est-ce que chacun pouvait nous expliquer un petit peu ce que ça représente pour tourner une vidéo typique? Toi, par exemple, Arthur, une critique cruelle, qu'est-ce que ça représente en termes dans ton emploi du temps, en termes de timing? Alors, ça va être une réponse longue et particulièrement soporifique. Donc, la question qui se pose avec un jeu où tu es censé le critiquer, c'est que tu es censé le terminer. Donc, tu peux déjà prendre un budget temps qui est à peu près similaire à celui de faire le tour du jeu, du moins tu l'espères, et si ce n'est pas le cas, tu dois le mentionner dans la vidéo. Plus, disons, 2 heures pour capturer, 1 heure pour essayer d'enregistrer le tout et 2 heures de montage, en gros. Donc, tu peux considérer que si la question c'est de terminer un Dragon Quest ou de terminer un Final Fantasy, ça te prend déjà les 40 heures de terminer le jeu plus tout le reste. Donc, il faut le caser quelque part. C'est aussi pour ça que tu as le plaisir, quand tu fais un let's play, ça va un peu plus vite. Je veux dire, même un jeu rétro, ça se finit en 3 heures, si tu dois absolument faire l'effort de le faire. Et si tu vas dans le sens de faire des critiques de films, tu vas juste voir le film et ensuite tu t'enregistres genre 20 minutes. Et en termes dans ta semaine, J'essaie de bosser 2 heures par jour. 2 heures par jour? Ça m'a l'air raisonnable. Voilà, parce qu'à côté tu travailles, donc c'est forcément en dehors de... il y avait le temps où je travaillais avec des mi-temps pour avoir plus de temps pour les vidéos, mais comme tu le dis, je veux dire, c'est absolument ridicule d'essayer d'en vivre tant que tu n'as pas percé dans un domaine d'activité quelconque. Et vu que ça passe aussi par le copinage, dans le domaine de la critique en particulier, tu as tout intérêt à être lâché de haut par quelqu'un qui est populaire, je ne sais pas si tu as remarqué. Donc la question se pose dans ces questions-là. Et voilà, c'est pas non plus le genre de truc où tu dis « Ah non, j'ai travaillé 2 heures par jour ». C'est quand même un plaisir de faire quelque chose où tu maîtrises vaguement ce que tu fais plutôt que d'être un employé. C'est quand même l'évidence. Toi, Thomas, pour une vidéo, est-ce que c'est vrai qu'il y a un rythme de publication qui n'est pas quotidien? Sur une vidéo, en moyenne, à combien de temps t'estimes un petit peu la documentation? Parce que c'est des vidéos très documentées, avec des archives, Je demande juste sur le fait que je publie pas des vidéos régulièrement, c'est pour rebondir sur la question précédente, c'était aussi sur le fait que si nous, par exemple, on est moins visible que les vidéastes comme Squeezie, c'est aussi... contrairement, je pense, moi je suis pas d'accord avec ce que disait Cyprien tout à l'heure, je pense que c'est un choix éditorial de YouTube aussi, parce qu'on a un algorithme qui met en avant les contenus réguliers et tout, et du coup nous on peut pas survivre là-dedans. Beaucoup moins maintenant en fait. Je connaissais des gens qui faisaient des chansons parodiques, ils en sortaient une tous les 2 jours. Leur business a pris fin il y a 6 mois quand ils ont changé l'algorithme aux alentours de milieu 2017. Donc si tu as simultanément plus de longues consécutives visions sur tes vidéos, tu peux en sortir une par mois. D'accord, ouais. Bon, ça reste une question compliquée, mais oui, c'est vrai que ça évolue souvent aussi. Et du coup, pour la documentation et tout, moi, c'est long aussi parce que j'ai du mal. En fait, moi, mes vidéos, j'ai beaucoup de mal à les écrire. À chaque fois que je recommence une vidéo, j'ai l'impression de repartir de zéro. Ça, je pense que c'est un problème plus perso, mais quand je finis une vidéo, je me dis, je maîtrise bien mon truc et tout. Puis quand je dois en refaire une, je me dis, mais en fait, je sais pas ce que je fais. Donc je galère beaucoup, moi, à écrire, même si j'ai du temps pour le faire. Je peux passer des jours, en fait, à juste rien faire parce que j'y arrive pas. Donc c'est des blocages après qui se résoudront avec le temps, je pense. Mais du coup, c'est long. Après, quand j'ai un sujet qui m'inspire et qui me motive à vraiment m'y mettre, il y a toute la phase de recherche parce que j'essaie de faire un travail vachement documenté. Et ça peut être plus ou moins long selon le sujet. Pendant ma dernière vidéo, j'avais 11 pages de notes qu'après, il faut faire un plan, il faut rentrer ça dans un texte. Et là, la vidéo faisait 45 minutes à la sortie du texte. Donc tu es content quand tu vois que tu as 45 minutes et qu'il faut monter tout ça. Donc ça dépend en fait. Moi, j'ai pas de durée prédéterminée vraiment. Donc ça peut vraiment varier énormément d'une vidéo à l'autre. Par exemple, si la sauce Squeezie, c'était une vidéo assez rapide à faire, alors que la dernière que j'ai sortie, elle était très très longue à faire, donc ça dépend, quoi. Toi, Lola, tu t'es imposé de base avec ce format de journal de bord un rythme régulier, parce qu'il fallait
toutes les semaines, quasiment. 2 semaines au début, ouais. Voilà, tenir au courant les gens. Ça s'inscrivait comment dans tes semaines, dans tes journées? Alors là, le rythme a pas mal baissé en ce moment parce qu'en fait, toutes mes vidéos sont directement liées à ma production sur mon jeu. Ce qui fait qu'au tout début d'un jeu, il y a beaucoup de choses à montrer puisque ça évolue très très vite. Tu vas faire les contrôles du perso et puis après tu vas faire ses animes et puis après tu vas faire des décors et puis après tu vas faire des ennemis. Donc les premiers mois, tu as énormément de trucs à raconter parce que très vite, en 2 semaines, tu as fait plein de choses. Et là, j'arrive à un moment où tout le gameplay de mon jeu est fait. Et là, on en est dans une phase où faut habiller graphiquement, il y a quelques polish, quelques petits trucs, ce qui fait que j'ai moins de contenu maintenant au bout de mes 2 semaines. Ce qui fait que mon rythme a un peu ralenti. Maintenant, je suis à 1 vidéo par mois, tout simplement parce que voilà, je ne vais pas sortir une vidéo juste parce qu'il faut en sortir une si j'ai rien à montrer, quoi. Donc clairement, ouais, je suis dépendante de mon rythme de développement. Et après, moi, quand je fais une vidéo, c'est assez rapide. On va dire que écrire et tourner, ça me prend une journée. En tout, ça me prend une demi-journée d'écrire, une demi-journée de tourner. Après, je mets 1 ou 2 jours de montage suivant voilà, la vidéo. Ça peut varier parce que des fois, je fais un peu plus de montage. Mais ça me prend quand même moins de temps que passer du temps sur mon jeu, quoi. On va dire qu'en 4 jours, c'est fait, ma vidéo. Et après, hop, je repars sur de la production pour avoir de la matière pour les vidéos suivantes, quoi. Nathalie, toi, tu nous as expliqué un petit peu que ça, par exemple, pour c'était Final Fantasy ou Bayonetta, je sais plus, ça a pris plusieurs mois pour la réaliser. Final Fantasy. Moi, j'ai une question un peu parallèle sur ton installation pour faire des lives. Tu peux nous raconter un peu nous expliquer quel type de matériel tu as pour faire un stream et si ça représentait un investissement vraiment conséquent pour toi? Ouais, enfin, au début, j'avais juste une webcam que j'avais achetée qui n'était pas très très chère. Enfin, ça allait dans les investissements. Après, c'était juste pour le stream, donc ça faisait quand même un petit peu mal. Mais sinon, non, au tout début, quand j'ai commencé à streamer, j'avais juste mon micro-casque vieux de 3 ans, qui était un bon truc. Il avait un bon micro, donc ça passait pour le stream. J'ai juste voulu prendre une webcam parce que personnellement, j'adore les... Enfin, je regarde pas de stream, mais les seuls que je regarde, si je dois les regarder, il faut qu'il y ait une caméra. C'est-à-dire qu'il faut que je voie la personne qui joue. Sinon, j'ai pas le lien qui va se faire avec cette personne, ou en tout cas, ce sera beaucoup plus dur. Donc moi, j'adore ça, et je me suis dit, si je stream, je veux que les gens puissent voir ma tête. Surtout, j'ai tendance à faire des tronches assez sympas quand je suis dégoûtée ou quoi. Je voulais pas priver le monde de ça, ça aurait été dommage. Oui, je me souviens de live, Far Cry, où tu te plaignais que le chien du personnage allait être victime d'ennemis. Je me souviens. Oui, ouais, bon, voilà. Mais du coup... je voulais vraiment avoir donc une caméra pour me filmer. Après, j'ai voulu prendre un nouveau micro. Donc en fait, au niveau de l'installation, faut pas croire, streamer, c'est pas super coûteux. Alors c'est à prendre entre de grosses pincettes, mais en soi, n'importe qui pourrait streamer avec juste un micro décent. Ça, par contre, il faut qu'il soit décent. S'il y a des parasites de partout, c'est pas bien. Mais il y a le logiciel de streaming que j'utilise, c'est OBS, qui est un logiciel gratuit, qui vous permet d'enlever les parasites. Donc en théorie, n'importe qui pourrait streamer, genre c'est pas très très sorcier. Après, ça dépend, webcam ou pas, mais voilà, il suffirait genre d'une webcam éventuellement ou non, c'est complètement accessoire, d'OBS, un micro et un ordinateur assez puissant pour pouvoir gérer le stream et le jeu en même temps. Et puis voilà, c'est tout. Enfin, au niveau de mon installation, j'ai vraiment pas grand-chose d'incroyable. Enfin, maintenant que j'ai vachement plus avancé, j'ai pu investir dans un fond vert. Et ça, c'est uniquement grâce aux dons des gens qui ont commencé à me suivre et qui ont apprécié mon travail. Donc j'ai pu investir dans un fond vert. J'en ai eu pour, je sais pas, 100 et quelques euros en tout. Enfin voilà, c'est une somme conséquente quand tu dois la mettre d'un coup, mais quand tu as des gens qui t'aident, ça va. C'est pas un truc inatteignable. Comparé aux gens qui te disent, moi ma caméra elle a coûté 5 000 euros, bon voilà, ça va, on s'en sort. Donc j'ai eu un fond vert, maintenant j'ai un vrai micro de stream, donc c'est un micro avec un pied de micro, avec un filtre anti-parasite et tout, donc ça aussi c'était un investissement beaucoup plus conséquent par contre, et puis c'est tout en fait. Genre OBS, c'est toujours le même logiciel que j'utilise qui est complètement gratuit, donc au niveau de l'installation, voilà, ça s'arrête à ça. Et tu parlais de ta volonté de montrer ton visage sur Twitch. C'est une question qui se pose beaucoup quand on est vidéaste femme. C'est un thème qui a été un peu abordé dans la table ronde précédente, parce que voilà, il y a beaucoup de femmes vidéastes qui ont témoigné de commentaires violents, dégradants qu'elles pouvaient recevoir sous leurs vidéos, dès lors qu'elles se montrent
voilà, qu'on les voit dans leurs vidéos. Donc voilà, Lola, Nathalie, vous, comment vous vivez ça? Est-ce que vous avez des communautés sympathiques, moins sympathiques? Comment ça se passe pour vous? Je vais juste commencer en parlant de Twitch, donc pour continuer. Comme j'ai dit, moi je voulais qu'on voit ma tronche parce que je sais que, personnellement, ça me permet de développer un lien avec les streamers. Quand je vois leur tête, quand je vois les grimaces qu'ils vont faire quand ils sont morts de rire, ça rend le truc soit encore plus drôle, soit encore plus intéressant, soit tu t'attaches encore plus à eux. Enfin bref, voilà, c'était vraiment un choix basé là-dessus que je voulais vraiment faire. Et c'est vrai que du coup, le problème, c'est qu'il y a eu la grosse question du... je sais très bien que sur Twitch, il y a beaucoup plus de mecs. Par contre, c'est pas comme YouTube. Il me semble que sur Twitch, il y a un peu plus de mecs, mais et puis même s'il y a des meufs, elles ont tendance à ne pas forcément parler dans le chat, par exemple, donc à être un peu invisibles s'il y a des meufs qui viennent regarder ce que tu fais. Et du coup, au début, j'ai eu pas mal de remarques sur mon physique, en mode t'es jolie, tes cheveux, tes machins, tes trucs, et donc je me suis dit que ça me faisait chier, parce que moi je suis là pour jouer aux jeux vidéo, et j'en ai rien à faire de l'avis des gens sur mon physique. Vraiment, je m'en fiche complètement. Le problème, c'est que voilà, dans la société où on est, effectivement, les gens partent du principe que donner leur avis sur ton physique, c'est quelque chose de normal. Et bon, on va peut-être pas faire un cours là-dessus pour débattre d'où ça vient, mais voilà, face à ça, moi je me suis dit, bon, et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans les règles de mon chat, j'interdis aux gens de parler de mon physique. En bien, en mal, je m'en fiche. Si vous voulez parler du physique de quelqu'un, allez le faire sur un forum adapté à ça. Si vous venez chez moi et que vous parlez dans mon chat, vous ne parlez pas de mon physique, sinon vous prenez ce qu'on appelle un time out. Donc vous n'avez plus le droit de parler pendant 10 minutes et la dernière phrase que vous avez dit est supprimée. Et du coup, voilà, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que ma communauté, de manière générale, est vraiment bienveillante. J'ai réussi à avoir une communauté très cool, surtout qu'en plus, je cache absolument pas que j'ai des messages très souvent féministes sur mon Twitter ou pendant que je joue à un jeu vidéo. Si je joue à un jeu vidéo qui se révèle être sexiste, je vais directement passer le message à mon chat en mode, vous voyez, ça, c'est un comportement nul. Parce que je me dis, il y a peut-être moyen de faire de la pédagogie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent, des gens de 17 ans par exemple, et ces mêmes jeunes qui m'envoient des messages des fois pour me dire, ah bah tiens, si t'avais pas dit ça, par exemple, j'ai joué à Kingdom Come dernièrement, voilà, Kingdom Come, t'as des trucs très sexistes dedans, je le dis à haute voix, et donc il y a des gens qui me disent, ah, nice, si tu l'avais pas dit, je m'en serais pas rendu compte. Donc voilà, c'est des tas de trucs comme ça. Donc j'ai une communauté qui est bienveillante et qui politiquement a plus ou moins le même avis que moi. Et de toute façon, ceux qui ne sont pas d'accord, soit ils se font ban, soit ils se font réduits au silence et du coup ça les calme. Soit on utilise les techniques qu'on peut. Et pour ceux qui sont les plus virulents et les plus hardcore, heureusement on a des outils de modération qui permettent plus ou moins de les jarter à l'avance. C'est-à-dire que maintenant, Twitch a lancé un truc qui s'appelle l'automode. Et en gros, c'est un petit robot qui va lire automatiquement tous les messages qui vont être postés. Et s'il voit une phrase qu'il trouve un peu bizarre, il va la mettre en suspens. C'est-à-dire qu'elle sera invisible pour tout le monde et il n'y a que moi et les modérateurs qui pourront la voir. Et grâce à ça, l'air de rien, on a pu éviter pas mal d'insultes, des gens qui venaient pour essayer de m'insulter. Du coup, leur phrase n'était même pas postée dans le chat. Et du coup, mes modérateurs lisaient la phrase et ils pouvaient bannir la personne tout de suite. Donc voilà, c'était une grosse peur. Et de toute façon, d'un point de vue sexisme, j'aimerais pouvoir faire comme Aude et dire non, mais ça arrive que vous soyez Aude GG qui était une invitée, voilà, Aude GG qui est une youtubeuse fantastique, vidéaste fantastique, comédienne, auteur, incroyable femme, et qui donc disait oui, voilà, pour elle ça se passait très bien, elle avait 100% de commentaires positifs. J'aimerais vous dire que ce sera pareil et lancez-vous mesdames sur Twitch et sur YouTube. Malheureusement, je pense que c'est encore un petit peu tôt de se dire que ça va forcément arriver à coup sûr, on n'en sait rien, mais voilà, il y a pas mal d'outils pour éviter ça, et pour le reste... Et je me permets d'ajouter que je pense qu'il y a un seuil à partir du moment où on commence à toucher des personnes un peu extérieures, qui ne regarderaient pas forcément nos vidéos de base. À partir du moment où on a un certain nombre d'abonnés, on est exposé beaucoup plus à de la critique, à des haters. Ah bon, alors je croyais aussi, mais même YouTube, des gens avec 10 abonnés, même des meufs avec 10 abonnés se prennent des remarques. Je pensais aussi, parce que j'ai voulu me renseigner là-dessus, je voulais faire un article qui en parlait justement du sexisme sur Twitch. Et même si j'ai abandonné le projet pour me préserver, j'ai eu des centaines de témoignages de meufs qui avaient 100 abonnés. Donc 100 abonnés, ça veut dire même pas 10 viewers pendant qu'elles faisaient des lives. Sur Twitch. Sur Twitch. Mais sur YouTube, pareil, des meufs sur YouTube qui ont, là pour le coup, 100 abonnés sur YouTube, qui ont 50 vues sur leurs vidéos. Même elles se prennent des remarques. C'est encore pire en fait, parce que les gens se disent, ces youtubeuses-là ou ces streameuses-là, elles sont pas connues, donc je peux me permettre de leur parler un peu comme, c'est bon, on est potes, quoi. C'est pas une streameuse incroyable, c'est juste une meuf qui fait des vidéos. Donc je peux lui parler comme je veux. Et il y en a qui envoient des commentaires horribles en mode, ouais, alors par contre, faudrait que tu mettes plus de décolleté, meuf, t'es pas très jolie à regarder, faudrait que tu fasses ça si tu veux t'améliorer. Puis bon, je parle pour tout le monde, mais si tu pouvais faire un effort maquillage, voilà, des trucs monstrueux comme ça alors qu'ils ont 100 abonnés. Donc là,
tout le monde n'est pas à l'abri, mais ça arrive pas forcément non plus. C'est très alarmiste dit comme ça, mais enfin voilà, c'est le petit bonheur à la chance, quoi. Lola, toi, pour ta part, ta communauté, ça se passe plutôt bien? Ouais, j'ai énormément de chance parce que ma communauté est extrêmement bienveillante. Les commentaires vraiment négatifs que j'ai pu recevoir sur mon physique parce que ma tronche ne leur revient pas ou quoi que ce soit, je les compte vraiment sur les doigts d'une main. Donc je croise les doigts pour que ça dure, clairement. Après, moi, ce qui m'a gêné le plus, c'est ce que je recevais en privé comme message, c'est-à-dire t'es mignonne, tu veux boire un verre, ou des fois oh non, j'ai vu que t'avais une bague au doigt, je suis dégoûtée, ou même des fois des youtubeurs, je ne vais pas balancer de nom, mais j'ai déjà reçu un MP de la part d'un gars sur YouTube qui m'a fait tout un déroulé pour dire à quel point mon boulot était génial. Donc ça fait plaisir. Mais à la fin, j'ai reçu le fameux par contre, vraiment, je m'en voudrais toute ma vie si je te le disais pas. Je sais que ça va être un peu bizarre, mais je vous trouve très jolie. Et là, tu te dis, mais pourquoi ça m'énerve, quoi. En plus, il n'y a pas de mystère que je suis en couple et tout. Je l'affiche sur Twitter parce que Samuel, qui dev avec moi, voilà, on est ensemble. Donc, c'est très bizarre. C'est vraiment les trucs qui me gênent le plus. Après, une fois, j'ai reçu un commentaire assez négatif sur mon physique. Et ce soir-là, on était ensemble, on revenait d'un festival parce qu'en gros, on avait fait un live entre youtubeuses jeux vidéo pour parler justement de sexisme et des choses qu'on recevait. Et sous ce même live, il y a un gars qui nous a rempli tout le bingo du sexisme en un seul commentaire. Il m'a fait des pavés. Je pense qu'il a dû mettre au moins 1h30 à l'écrire. C'était tellement long pour dire à quel point, si j'étais sur place, c'est parce que j'étais un quota, puisqu'en vrai, c'est pas super ma chaîne. Mon jeu, il est nul. En plus, j'ai pratiquement pas d'abonnés. Donc pourquoi on m'inviterait autrement que parce que je suis une fille? Donc il y a aussi beaucoup de remise en question de ma légitimité. Très souvent, j'ai des commentaires paternalistes sur le fait que je sais pas faire des jeux, alors que je vous emmerde, pardon, mais j'ai mon diplôme, j'ai travaillé dans l'industrie, je sais pas qui t'es. Enfin voilà, c'est bizarre que tu me dises comment faire mon métier, quoi. Et donc ce fameux commentaire-là, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai épinglé en fait. Je l'ai épinglé juste en dessous de la vidéo sur le sexisme pour montrer, vous voyez. Le premier commentaire visible. Là, je l'ai montré et je crois que ma mère est venue le bolosser dans les commentaires en plus. Coucou maman. C'était beau, c'était vraiment la personnification de tout ce qu'on disait qu'il fallait pas faire. Le mec est allé faire toutes les cases. Du coup, c'était un merveilleux exemple. Je l'ai affiché, mais voilà, je reste quand même assez préservée. Je suis pas dans des cas hardcore de harcèlement que d'autres femmes ont dû subir et tout ça. Donc après, je sais pas si ma communauté grandit, peut-être que ça va se dégrader, hein, mais pour l'instant, ça reste correct. Voilà. À titre de comparaison, Thomas, Arthur, vous, comment vous gérez votre relation avec votre communauté? Ça se passe je n'ai pas eu ce problème-là. J'ai juste les menaces de mort, les commentaires antisémites, tout ça. Oui, classique, quoi, la base. C'est ce que les gens ont d'habitude sur Internet. Je veux dire. Ça pourrait être pire, on pourrait être critique de catch. Donc voilà. Thomas, non, à part des fois des mecs d'extrême droite ou des gens qui critiquent parce que je fais l'écriture inclusive ou des choses comme ça, mais il n'y a vraiment rien de... Enfin, des fois on s'est moqué, genre la taille de mon nez ou des trucs comme ça, mais rien d'extraordinaire. Ah, toi aussi? Oui, moi aussi. C'était moi. Alors, Arthur, moi j'ai une question aussi, parce que justement tu parles tu peux avoir des critiques, le nom même, critique cruelle, etc. Il peut y avoir un côté provocateur. Oui, tu te serais attendu à ce qu'elle soit violente et elle le sent. Voilà, donc la promesse du titre peut être respectée. Et toi justement, comment est-ce que tu parlais de menaces de mort, etc. Mais comment tu réponds à tout ça et comment tu vis le fait que tu peux créer des réactions très virulentes, voire violentes? C'est un talent. Il y a des gens qui espèrent l'avoir et on voit à quel point ils en sont incapables. Toujours est-il que il y a un moment ou un autre où il faut admettre un certain niveau de critique sur des choses qui me semblent être objectives, je veux dire la qualité du travail, des choses comme ça. Il est évident que les arguments ad hominem du genre ta mère est atroce, etc., etc. Je vous évite les comparaisons, mais toujours est-il que voilà, oui, non. Je pense que tant qu'on reste dans le domaine de l'attaque ou de la critique qui est plus ou moins constructive sur ce que tu fais, c'est-à-dire le niveau de la vidéo, la manière dont tu attaques le jeu, des choses comme ça, parce que c'est aussi un domaine où, quand on attaque de manière virulente, on s'attend à recevoir un peu plus virulent que les autres, ça m'a l'air relativement raisonnable. Alors évidemment, j'ai l'avantage d'être pas une femme, donc il y a tous ces arguments-là qui ne sortent pas. Maintenant, beaucoup de commentaires antisémites, je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, Jeuxvideo.com.
Ah, c'est ça le problème, d'accord. Bon, mais toujours est-il que oui, je veux dire, les gens n'aiment pas les mythes, tout le monde a un pull, etc., et les blagues faciles, mais voilà, la question qui se pose, c'est aussi où se trouve la limite qu'on accepte. Et il est évident, quand tu as fait ça 13 ans, je pense qu'aussi, si tu acceptais d'une certaine manière qu'on t'insulte de n'importe quelle manière, probablement que ta chaîne fonctionnerait mieux, parce qu'elle deviendrait genre le 13e cercle de l'enfer, et tout est permis, et tout ci, tout ça. Mais il y a un moment ou un autre où il faut mettre la ligne dans le sol. Et c'est une ligne qu'il faut se permettre de pouvoir, de temps à autre, descendre dans les commentaires. Parce que si tout d'un coup, il y a genre une espèce d'amoncellement de la Bible purulente en dessous de tes vidéos, je veux dire, tu essayes quand même de créer une communauté, et pas un truc qui est autodestructeur. Parce que moi, je réfléchis au fait que depuis qu'on est en train de faire tout ça, et en tant que vieillard, bien entendu, mais il y a un moment ou un autre, il ne faut pas laisser les gens se mettre la corde au cou, parce qu'on ne sait jamais que ces gens doivent avoir une vraie vie de citoyen dans la vraie vie à un moment ou un autre, quoi. T'attendrais à éviter que tout d'un coup quelqu'un on puisse dire ah oui mais en fait quand vous aviez 14 ans vous étiez sur jeuxvideo.com, vous avez dit à mort ceci ou à mort cela. Voilà, tout laisse une trace sur Internet, surtout à notre époque. C'est un débat permanent qui revient régulièrement sur Internet. Dans la table ronde précédente, il y avait Julien... Des gens dans la salle. Bonne blague. Il y avait Julien Minel qui disait, je crois qu'il avait gagné... non, c'était OGG qui a gagné sur un an sur sa chaîne 90 € avec AdSense, donc avec le programme partenaire de monétisation de YouTube, donc ce qui est évidemment très, très peu. Et ça m'a fait penser, effectivement, j'ai envie de vous demander, vous, comment vous en vivez? Est-ce que est-ce que vous en vivez déjà? Est-ce que vous avez l'ambition d'en vivre? Et sinon, comment vous faites pour essayer d'avancer au mieux avec cette activité-là? Thomas, peut-être? Oui, moi au début, quand j'ai commencé, j'avais pas l'envie d'en vivre. J'avais 15 ans, c'était comme ça, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai eu envie parce que aussi, moi, j'ai voulu faire du cinéma et de la vidéo. J'ai fait des études là-dedans, en fait. Et YouTube, c'était vraiment un formidable terrain d'expérimentation, d'entraînement, d'apprentissage aussi à la main, quoi, de faire de la vidéo. Puis c'est aussi le seul endroit où je peux en faire, en fait, sans que personne me dise attends, t'es qui, il faut que tu trouves un producteur et tout. Donc c'est pratique pour ça. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien en vivre pour l'instant, parce que ça me permettrait de faire de la vidéo avec un truc qui se rapproche du cinéma, et c'est ce que j'ai envie de faire. Et du coup, voilà, j'essaye, mais c'est super compliqué déjà parce qu'on fait un contenu qui est difficile à monétiser. Je mets pas par exemple de pub sur mes vidéos, mais ça c'est aussi personnel, juste parce que je suis un affreux gauchiste et j'aime pas ça. Puis j'ai pas de contrôle sur les pubs qui passent, donc c'est toujours embêtant. J'aurais pas envie qu'il y ait une pub, je sais pas pour. Je sais qu'il y avait Nota Bene qui s'était plaint, par exemple, que maintenant YouTube pouvait mettre des pubs pour des sectes avant tes vidéos, donc ce qui n'est pas forcément. C'est très sectaire de ta part. Et, une pub pour la boucherie avant tes vidéos, ça me paraît bien. Oui, voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est dur parce que le financement participatif, ça aide beaucoup. Moi, j'ai quasiment 600 € sur Tipeee, ce qui est incroyable. Oui, voilà, donc il y a une plateforme qui permet aux abonnés. Mais aux gens, même sur cette plateforme-là, on retrouve aussi des situations de monopole, en fait, de gens qui ont énormément et qui en vivent, et des gens qui ont quasiment rien, qui galèrent et qui essayent jusqu'au moment où ils craquent, ils en peuvent plus et puis ils arrêtent. J'ai vu récemment des vidéastes comme ça qui ont arrêté, ils en pouvaient plus, quoi. Ça faisait 5, 6, plus même, je sais pas, qu'ils essayaient, et qu'à côté ils faisaient des fois des jobs alimentaires, mais que c'était dur, quoi. Parce qu'il y a un rêve, il y a un espoir, il y a le fait aussi de se dire que c'est ça que j'aime, donc pourquoi j'aurais pas le droit d'en vivre, et c'est compliqué, quoi. Ouais, moi je sais pas combien de temps je pourrais faire ça encore sans en vivre, quoi. C'est trop compliqué. Pour ta part, Lola, toi, comment tu gères on peut peut-être aborder la question de l'auto-entrepreneuriat, qui est un statut un peu indispensable quand on commence à vouloir en vivre concrètement. Toi, comment tu gères ça? Alors moi, en fait, ma chaîne YouTube, c'est un outil qui m'aide à développer plutôt mon activité dans le jeu vidéo, finalement. Parce que mon objectif, c'est pas tant de vivre de ma chaîne YouTube, mais plutôt que ma chaîne serve à financer mon projet de jeu et me donner une certaine couverture, une certaine publicité pour, quand mon jeu sortira, peut-être avoir des revenus et fonder mon studio. En fait, c'est ça mon objectif à long terme. Moi, là, j'ai le statut auto-entrepreneur parce que, comme Thomas, moi, je suis sur Tipeee. Puisque vraiment, moi, je suis pareil, une sale gauchiste, les pubs, ça m'énerve, j'en veux pas. Donc, je mets pas de pub. Donc, je laisse les gens, s'ils veulent me faire des dons, voilà. Mais après, cet argent de Tipeee, la loi est un peu floue parce qu'en fait, c'est à la fois du don, mais en même temps, ça serait hypocrite de dire, de ma part, que c'est que du don parce que ça reste mon revenu pour mon activité. Du coup, j'ai ce statut auto-entrepreneur pour pouvoir toucher un peu plus légalement ces sous-là.
et aussi parce que finalement, j'ai plusieurs métiers en même temps, ce qui fait que, comme je suis game designer, je ne m'exclus pas le fait de pouvoir, un jour pour un studio, les aider en game design sur leur jeu. J'aimerais bien avoir un statut qui me permet de me faire de l'argent légalement pour ça. Pareil, je vais animer bientôt des ateliers de création de jeux. Je vais être rémunérée pour ça. Et en fait, c'est un statut précaire parce que je fais un peu tout et n'importe quoi. Je n'ai pas vraiment un métier, ce qui fait que ce statut-là d'auto-entrepreneur, ça me permet de toucher des sous à droite à gauche, quoi. Arthur, toi, tu travailles à côté. Et donc, en soi, tu espères quoi de ta chaîne c'était une... Écoute, on va faire très simple. Je pense qu'il y a des points de vue qui sont médiocres, qui sont tenus par beaucoup de gens. Je veux dire, tu as un discours qui est très univoque, c'est très consensuel sur la manière dont le jeu vidéo est considéré comme une activité, dont il est pris par un public qui est plus ou moins évolué dans sa capacité à recevoir des arguments, que ce soit des arguments qui soient journalistiques ou qui soient des arguments d'un autre type. Mais toujours est-il que je pense, jusqu'à un certain point, donc je suis, qu'il faut avoir la possibilité d'avoir une vague pluralité dans le discours et qu'on voit très bien qu'il y a énormément de vidéos qui sont à mi-chemin entre le publicitaire, le super, etc., etc. C'est aussi pour ça que je ne fais pas du stream, parce que je pense qu'il y a d'une certaine manière, à un moment ou un autre, on rentre dans le spoiler aussi pour certains titres qui sont narratifs. Je veux dire, il est évident qu'il y a des tips, des guides, comment faire, et aussi le fait de participer à une activité qui soit d'une manière ou d'une autre communale, parce que c'est là que ça se retrouve et que les gens sont assez solitaires d'une certaine manière, mais mon espoir dans la chose n'est pas de décrocher un business quelque part, c'est juste de permettre à certaines personnes qui n'ont pas nécessairement simplement envie de regarder paf, paf, et c'est comme ça que ça se passe, et c'est la chose qui est dans le trending de YouTube. Je pense qu'il est bon que quelqu'un essaie de faire ces choses-là avec des toutes vagues bases journalistiques de base, parce que c'est quand même ça ma formation que j'ai faite à l'université, figure-toi, je veux dire. Nathalie, donc toi, tu me disais que tu essaies justement d'en vivre, tu te lances un peu dans l'auto-entrepreneuriat. Comment ça se passe pour l'instant ? J'ai envoyé le papier de l'auto-entrepreneuriat le 4 avril, donc je n'en sais rien, puisque pour l'instant c'est le silence radio. Mais on m'a dit que s'il ne se passe rien, c'est bien. Donc j'attends. Donc ouais, pareil que Lola, en fait, je ne vais pas avoir grand-chose de plus à raconter. C'est juste que, moi, mes principaux revenus, donc, c'est les dons sur Twitch. Donc là, ce n'est pas une page Tipeee. C'est parce que les gens ont la capacité de s'abonner à ma chaîne pour me soutenir en me donnant genre 5 euros, 10 euros, 25 euros pour les plus riches par mois, pour me permettre de continuer à streamer. Et sinon, il y en a d'autres qui peuvent me faire des dons complètement libres via mon PayPal. Et c'est la seule et unique, c'est la seule source de revenus que j'ai. Avec je suis partenaire Twitch. Donc, quand tu es partenaire Twitch, tu touches un petit peu d'argent sur les pubs qui peuvent avoir. Mais pareil, là, j'ai aucun contrôle sur ça. Et je peux pas les enlever. Si j'avais pu demander juste des subs sans les pubs, je l'aurais bien fait, mais c'est pas possible. Donc voilà, pour l'instant, mes seuls revenus, c'est ça, c'est les dons et potentiellement ce qui peut arriver avec les pubs, mais c'est vraiment pas mon revenu principal sur Twitch. Et sur YouTube, je peux toucher exactement 0,002 centimes d'euros. Voilà, ils sont là, ils sont débloqués. Après, j'ai jamais monétisé mes vidéos, j'en ai monétisé une fois, et après j'ai dit ah non c'est nul et je l'ai enlevé, donc voilà, c'est normal. Et donc voilà, là pour l'instant mes seuls revenus c'est donc les dons, et j'ai pas de quoi payer mon loyer, donc heureusement qu'il y a ma famille qui m'aide. Et pour l'instant en fait ça commence à monter et j'essaye de me baser là-dessus, même si en fait c'est très compliqué de se baser entre guillemets sur les dons que tu reçois parce que ça peut changer tous les mois. Donc c'est là où c'est la partie la plus terrifiante entre guillemets, c'est que tu te dis bon ce mois-là j'ai touché tant, j'espère que le mois prochain j'arriverai à payer mon loyer ou au moins à payer la bouffe ou des trucs comme ça. Et c'est vraiment pas une situation que je recommanderais aux gens. Moi c'est vraiment parce que j'ai des problèmes de santé et des trucs qui font que je peux pas vraiment faire autre chose, mais c'est très très stressant en fait au début. On pense pas, on voit que le côté très brillant des youtubeurs. Justement dans la table ronde précédente ils en parlaient, Cyprien qui disait qu'il avait reçu un message de quelqu'un qui lui disait ouais faut que je me paye un nouveau PC, je vais peut-être me lancer dans les vidéos sur YouTube. À l'époque d'aujourd'hui, il y a tellement de youtubeurs que, à part si vous faites des millions de vues en 2 jours, honnêtement, si vous voulez vous faire de la thune, devenez développeur. Devenez pas youtubeur, devenez développeur web ou des trucs comme ça qui marchent bien, où on va vous recruter à l'étranger. Mais alors, youtubeur et streamer, c'est tellement précaire et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent parce que c'est bien de mettre le côté glam en mode regardez on est trop célèbre, on est invité à des trucs et tout, ouais c'est chouette, mais
des gens qui peuvent vraiment payer leur loyer, même des gens, voilà, la preuve, hein, qui font du YouTube ou du Twitch depuis des années ne payent pas leur loyer avec ça, ils ne peuvent pas. Donc c'est vraiment une situation très précaire, c'est une situation qui va énormément dépendre de plein de choses qui ne sont pas à notre portée. On en parlait tout à l'heure, et là je digresse un tout petit peu, mais c'est par rapport aux revenus que peuvent apporter en fait ces médias. On a tendance à se dire que si on travaille très dur sur YouTube ou sur Twitch, on va forcément percer. Si on travaille dur, si on s'investit, on va forcément percer. En vrai, il faut casser ce mythe parce que c'est pas vrai. Vous allez peut-être être très doué. Il y a peut-être plein de gens qui vont venir vous dire hey, t'es un super streamer, hey, t'es une bonne youtubeuse, t'as du peps et tout. Le truc qui fait que vous allez percer, c'est du hasard. C'est du hasard, c'est de la chance, c'est du copinage, c'est de l'algorithme, c'est des tendances, c'est tellement de choses à prendre en considération. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui et qui dit « Ouais, moi j'ai compris comment marche YouTube, je sais comment je vais faire pour marcher », bon courage. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose... Aujourd'hui, et c'est dommage que ce soit encore comme ça, et j'espère que ça va changer, le fait déjà que l'État ne sait pas du tout comment tu dois déclarer les dons que tu perçois, justement, si c'est des dons, si c'est un salaire, quand on doit se déclarer auto-entrepreneur, on doit dire si on est dans le commercial, dans les services, ou dans un autre truc, je sais plus. Je ne savais même pas dans quoi me mettre en tant que streameuse. Parce que, est-ce que je suis commerciale ? Non, je ne vends pas de produits, et en même temps, je vends ma présence. Est-ce que moi, je suis devenue un produit ? Pas trop. Alors, on va dire que je fais des services. Je fais des services, pourtant il n'y a personne qui me paye. Les gens me payent parce qu'ils veulent que je continue, mais il n'y a personne qui me dit hey, viens streamer maintenant. Donc c'est tellement compliqué, c'est tellement... c'est vraiment compliqué sur plein de points. Autant sur les revenus qu'on peut avoir, que sur l'organisation qui est faite autour de ça, que sur plein d'autres trucs. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est important à prendre en considération si vous voulez vous lancer dans le YouTube game, le streaming ou quoi. Même avoir un taf alimentaire à côté, ça peut paraître comme étant la solution ultime. Ça l'est pas, parce que c'est, faire des vidéos YouTube ou du streaming, c'est un vrai métier. Voilà, c'est une grosse bombe qui est lâchée. C'est un vrai métier. C'est pas une distraction. Quand je fais 8 heures de stream, je finis mes 8 heures de stream, je suis complètement morte, comme si j'avais travaillé au McDo pendant 8 heures. Tout pareil. Donc même si c'est jouer à un jeu vidéo, même si c'est faire des vidéos, c'est pas forcément un taf qui est super facile. Et donc, voilà, c'est un vrai taf, il faut prendre ça en considération, et malheureusement, c'est assez précaire pour l'instant. J'ai encore deux petits aspects que je voulais aborder avec vous, et après on verra si le public présent ici a des questions. Simplement, en ce moment, donc, YouTube essaie énormément de pousser le live, donc avec YouTube Gaming. Si j'ai bien compris, en plus, YouTube met plus en avant les personnes qui font du live, voilà, parce qu'il faut renforcer un petit peu le côté cloisonné de ces services. Il faut jouer au bon jeu vidéo. Twitch, de son côté, lui, donne la possibilité depuis quelques mois de mettre des vidéos montées, d'organiser une diffusion en direct, en première, et ensuite voilà, d'avoir cette vidéo montée comme on pourrait en avoir sur YouTube. Je vais avoir un petit peu votre avis sur cette espèce d'affrontement, ou faux affrontement en fait peut-être, et savoir ce que vous pensez un petit peu. Est-ce que vous pensez que YouTube peut prendre du terrain sur Twitch ? Est-ce que vous pensez que Twitch peut prendre du terrain sur YouTube ? Moi, de ma petite expérience sur Twitch, parce que j'ai fait un peu des lives pour découvrir tout ce milieu, et ça m'intéressait même sur l'aspect technique, apprendre à faire ça et tout. Ce qui est, je trouve intéressant avec Twitch, c'est qu'ils ont une politique assez différente de YouTube. Ils font attention à ce qui est diffusé sur leur plateforme, ils font attention... je sais pas qu'ils assument une édito, mais il y a tout un aspect même vachement sain, je trouve, dans l'espèce d'écosystème qu'ils essayent de créer, où ils prennent en charge les discours, ils sont pas comme YouTube qui sont très, très libérales en fait. YouTube, c'est vraiment une entité très libérale où c'est tu postes ce que tu veux et après on dit que l'algorithme il fait sa fête. Twitch, ils sont un peu plus carrés à ce niveau-là. L'expérience aussi qui est assez cool, c'est que, je sais pas si c'est cool, mais en tout cas, ils gamifient vachement l'expérience de faire des vidéos chez eux. C'est-à-dire que ça, si tu veux être partenaire, en fait, ça va marcher avec des succès qu'il faut que tu débloques au fur et à mesure, avoir tant de viewers. Il y a un écosystème qui a l'air plus joyeux comme ça au premier abord, un peu plus sain, je sais pas. Toi, Lola, comme tu fais un peu les deux maintenant, tu vois l'avenir de... Pour moi, je pense que c'est vraiment deux plateformes à part, qui resteront à part, parce que je vois par exemple, sur YouTube, il y a la fonction de live. Je trouve que ça marche pour tout, sauf le jeu vidéo en fait. C'est les lives qui vont marcher sur YouTube, c'est une FAQ en direct d'Antoine Daniel ou je sais pas. Et encore, je crois qu'il y a vraiment que ce genre de live qui fonctionne bien. J'ai vu quelqu'un qui avait fait un test et qui faisait en même temps son stream sur Twitch et sur YouTube. Donc en gros, il streamait sur Twitch et il y avait un retour YouTube. Sur YouTube, il avait 4 personnes, alors que sur Twitch, il en avait 10 fois plus. Tout simplement parce que déjà, YouTube ne le met pas en avant.
Et surtout, je trouve que c'est pas la même manière de consommer en fait. Pour moi, en tout cas, je parle peut-être un peu trop de mon point de vue perso, mais pour moi, YouTube, j'y vais pour voir du contenu un peu bossé, monté et court. Je vais rarement voir des trucs très longs sur YouTube, sauf exception. Alors que Twitch, c'est quelque chose qui accompagne, qui peut être un petit peu là tout le temps, en fond. Tu n'as pas besoin d'avoir toute ton attention dessus. On en parlait aussi tout à l'heure, mais c'est un peu l'effet je mets la télé en fond pour avoir un bruit ou quelque chose. Et surtout, je trouve que les interactions entre les personnes qui font le live et les gens du chat sont plus intéressantes, je trouve, sur Twitch. Tu as tout ce système de tu construis ta communauté, tu as tes propres smileys, c'est très direct, il y a tout de suite, dès que tu follow, il y a un truc qui s'affiche à l'écran. Pour moi, c'est vraiment deux publics différents qui n'ont pas du tout la même manière de consommer. Moi, je vois par exemple sur ma chaîne YouTube, les contenus que je mets et les gens qui regardent, c'est pas du tout la même chose que je mets sur Twitch. Et vraiment, c'est très segmenté. J'ai limite deux communautés en fait. J'ai une communauté très investie sur YouTube et une communauté différente très investie sur Twitch. Tout simplement parce que je trouve que c'est pas les mêmes modes de consommation. Et je pense pas qu'ils vont se marcher dessus en vrai. Arthur, toi, comment tu vois le live et Twitch en particulier? C'est quelque chose qui t'intéresse, te laisse indifférent? Pas nécessairement en ce qui concerne le jeu vidéo, paradoxalement. Je veux dire, je serais plus intéressé de rentrer dans d'autres types de contenus pour des raisons diverses, et je pense en avoir déjà parlé, c'est que quand les gens se payent un jeu, je veux dire, tu t'attendrais à ce qu'ils aient quand même la possibilité de le découvrir par eux-mêmes, et je pense qu'effectivement, d'une manière ou d'une autre, je ne suis pas nécessairement intéressé par exposer à quel point je ne suis pas capable à jouer au jeu, en fait. C'est paradoxal que ça puisse sembler. Je sais que ça peut être amusant de voir quelqu'un se casser la gueule contre une porte pendant 45 minutes, mais je n'ai pas envie de... J'ai pas envie de prouver aux gens que je suis parfaitement incapable de faire la chose. J'aime bien le montage, ça me sauve souvent, généralement, mes miches, des trucs comme ça. Donc, voilà. Non, je suis pas intéressé par Twitch. Je veux dire, il faudrait que ce soit quelqu'un pour qui j'ai une sympathie phénoménale du monde réel qui se mette à Twitch pour que je me mette soudain à le suivre là-dessus. Toi, Nathalie, comme tu as les pieds un peu sur chaque plateforme, est-ce qu'il y en a, principalement sur Twitch, mais est-ce que tu vois YouTube rattraper Twitch ou à l'inverse, tu penses que Twitch va continuer à creuser son sillon? Non, je pense que les deux sont vraiment, comme on disait, deux plateformes différentes. On le voit parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui passent sur Twitch maintenant, c'est très drôle, mais par exemple, Antoine Daniel ne fait plus de vidéos YouTube, mais tu peux le retrouver en live sur Twitch. Il fait des what the cut en direct, c'est pas vrai. Alors non, pas vrai. non, tu vas être déçu. Non, il joue aux jeux vidéo en fait, c'est tout. C'est tout, c'est bien, hein, mais je veux dire, maintenant, Antoine Daniel joue aux jeux vidéo avec Zerator, avec Mister MV, avec les plus gros streamers français et tout. Et je pensais que c'était juste Antoine Daniel, mais en fait, non, il y a eu genre Link the Sun qui a commencé à faire ça aussi. Il y a eu d'autres. Il y a de plus en plus de youtubeurs, en fait, maintenant, qui, à côté de YouTube, viennent faire des lives en plus en même temps. Alors, eux, ils font pas ça en mode 8 heures par jour ou quoi, mais par exemple, voilà, j'imagine, hein, c'est un scénario un peu, c'est complètement fantasmé, mais j'imagine qu'ils vont faire une vidéo pendant 8 heures. Juste que voilà, les youtubeurs passent sur Twitch et que du coup, maintenant, je pense que les deux sont complémentaires et pas opposés. Et que de toute façon, voilà, comme l'avait dit la dev du dimanche, sur Twitch, il y a des trucs très spécifiques. Il y a des communautés qui sont sur Twitch. Genre, tu vas sur Twitch, ton premier réflexe, c'est de te dire, je vais regarder un live, pas je vais regarder une vidéo. Si tu vas sur YouTube, le premier réflexe, c'est de te dire, je vais regarder une vidéo sur YouTube, pas un live. Et du coup, je pense que ça, malheureusement, c'est bien ancré dans la tête des gens et c'est pas prêt de changer tout de suite. J'ai une dernière question. Étant donné le jour, ce qui nous réunit aujourd'hui, un peu l'actualité culturelle actuelle au cinéma, tout ce qui est VR, tout ça, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez envie de faire des vidéos, de travailler autour de ça? Ou est-ce que d'un point de vue technique, c'est un peu compliqué? Est-ce que c'est vrai que sur YouTube, on a vu beaucoup de vidéos VR chat où on voyait AMXM, Squeezie se marrer avec des gens comme ça. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez explorer, Nathalie? Ouais, personnellement, la VR, ça me passionne complètement. Et si j'ai pas encore un casque VR, c'est uniquement pour des raisons financières. Sinon, j'en aurais déjà 3. Et il y en a qui traînent dehors, apparemment. Très bien, donc on va s'arranger. Mais voilà, genre, la VR, c'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant. Par rapport aux jeux vidéo, c'est un peu un fantasme. Depuis que j'étais gamine, tu m'aurais dit, quand j'étais enfant, t'aimes bien les Pokémon? Tiens, tu enfiles ce casque et hop, tu es dans le monde des Pokémon. C'était le rêve absolu. Et maintenant, je me suis rendu compte en fait, de toutes les possibilités que pourrait ouvrir la VR, surtout sur les films, sur les découvertes
les reconstitutions historiques, pardon, je voulais dire. Imaginez maintenant les cours d'histoire. Pour aller en cours d'histoire, vous allez mettre un casque de VR et votre professeur va vous faire. Alors voilà, ça c'était le Colisée, et puis vous pourrez vous balader dans le Colisée en direct et tout. Ça serait génial. Enfin, voilà. Il y a plein d'idées comme ça que je vois sur la VR. Il y a Ikea qui s'en... Ikea, ouais, je crois que c'est Ikea. Ikea qui s'en servait pour faire visualiser aux gens leur future cuisine, par exemple. En mode, baladez-vous là, voilà, vous allez voir ça, c'est votre cuisine. Voilà, il y a tellement de possibilités avec la VR, c'est quelque chose qui me passionne. Et d'un point de vue purement streameuse, streamer des jeux en VR, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire parce que je pense qu'il y a... Alors, c'est un petit peu dommage parce que malheureusement, on a quand même le motion sickness qui est très présent, c'est-à-dire que des gens qui vont te regarder, enfin toi, peut-être que tu l'auras pas, mais les gens qui vont le regarder risquent d'être malades. Faut voir comment tu gères ça. Mais voilà, le fait de regarder quelqu'un en ayant l'impression d'y être. Quand t'as pas le casque, t'as plus l'aspect... comment dire, regarder une vidéo de quelqu'un qui joue à un jeu en VR, ça revient à regarder quelqu'un jouer à un jeu, donc il n'y a pas une énorme différence. Mais sur un live, je pense que ça peut être intéressant parce que tu peux vraiment lui dire « Attends, regarde sur la droite, là, t'as raté un truc. » Et là, t'as vraiment la personne qui va tourner la tête très précisément. C'est strictement pareil que si tu tournes juste ta souris, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un aspect un petit peu plus... Enfin, c'est un petit peu le pas en avant dans l'aspect immersif. Et voilà, je trouve ça vraiment passionnant. Lola, Thomas, vous, ça vous intéresse? Non, moi, ce qui est vachement intéressant avec la VR, je pense, c'est qu'il y a tout un langage à retrouver, parce que je pense que c'est très différent du cinéma, où il y a le cadre et qui a un rôle très important. Je pense que c'est assez différent du jeu vidéo aussi. Enfin, c'est Mathieu Triclot qui est un chercheur et philosophe, qui avait lancé cette piste dans un ouvrage où à la fin, il disait que pour lui, la VR, en fait, c'était ni du jeu vidéo ni du cinéma, c'était vraiment un nouveau langage, un nouveau truc à explorer. Donc sur cet aspect-là, c'est intéressant. Après, sur l'aspect faire de la VR avec le jeu vidéo, je pense que ça peut être cool, j'ai très peu testé, mais moi le truc où je serais refroidi par rapport à ça, c'est que ce sont des technologies qui pour l'instant demandent énormément de ressources, des ressources qu'on n'aura plus forcément dans 30 ans, parce que, je l'avais montré dans une de mes vidéos, mais technologiquement là, on est plus proche d'une décroissance que d'une croissance infinie à la Blade Runner, quoi. Et du coup je sais pas si la VR c'est un truc qui va réussir à subsister, en tout cas qui va accompagner une mouvance décroissance qu'il faudrait qu'on prenne assez vite par rapport au changement climatique et autre chose, quoi. Et toi, Lola, en tant que vidéaste et game designer? Alors moi, en fait, la VR, ça m'intéresse plus en tant que game designer, puisque c'est vraiment tout un nouveau langage de game design à créer des nouvelles règles. Je compare ça souvent entre... je fais une comparaison entre, par exemple, les jeux en 2D, vraiment à la Super Mario World, si vous voulez, et le passage à Super Mario 64, où on a totalement changé la caméra, ce qui fait qu'on a dû revoir les contrôles sur la manette, ce qui fait qu'il a fallu organiser le level design d'une manière différente, puisqu'on n'était plus sur un aplat en vue de profil ou en vue de dessus, mais dans un monde dans lequel la caméra devrait être libre et suivre le joueur. Donc tout ça, ça a été une écriture compliquée. À l'époque, les premiers jeux en 3D, Super Mario 64, c'était très bien, mais il n'est pas arrivé au tout début. Et il y a eu beaucoup de jeux vraiment pas terribles parce que il fallait apprendre. C'était presque une nouvelle langue dans la création de jeux vidéo. Et pour moi, la VR, c'est ça. C'est encore un nouveau type de caméra. C'est le changement où vraiment là, on a la liberté, c'est collé à la tête du joueur. Donc ça demande de repenser le level design pour qu'on ait toujours quelque chose dans notre champ de vision ou ce genre de choses-là. Après, j'ai des réserves sur le fait que pour moi, ça reste un outil très cool, mais un peu gadget. Disons que la VR, c'est bien peut-être pour soutenir certains propos. Dans certains jeux, peut-être que cet outil et cette manière de posséder la caméra va appuyer un propos ou une expérience voulue par le game designer, mais ça ne sera pas pour tous les jeux, clairement. Et je pense aussi que ça demande beaucoup d'efforts. Et c'est pas très accessible, en règle générale, bon, déjà par le prix, et même, je sais pas, pour des personnes avec des handicaps, pour la fatigue, parce qu'un casque VR à porter plus d'une heure, c'est lourd. Enfin, ça dépend des casques, mais il y en a certains, c'est très lourd. Donc, je pense que ça peut être quelque chose de très cool pour des expériences courtes à la salle d'arcade. Peut-être, il y en a pas mal qui naissent. En ce moment, je crois qu'il y en a même une vers Bibliothèque François Mitterrand, si je dis pas de bêtises. Voilà, vraiment en consommation d'arcade et en expérience courte pour transmettre un propos, c'est très bien. Mais pour du grand public et des longues sessions de jeu, je pense que c'est vraiment purement gadget et qu'on peut très bien s'en passer aussi, quoi. C'est la conclusion que j'avais à la fin de Ready Player One. Est-ce qu'il y a des questions dans le public éventuellement? Bonjour. Du coup, moi, j'aurais une question pour savoir si par rapport au mode de consommation sur YouTube et à ce qui marche
à ce qu'on nous dit ça marche sur YouTube, ça marche pas, et vous devriez faire ça si vous voulez que vos vidéos marchent. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu une hésitation à continuer ce que vous aimez profondément pour vous orienter vers quelque chose qui va fonctionner, qui est ce que le public peut attendre? Et à quel moment est-ce que vous avez peut-être dû choisir, entre guillemets, entre votre envie de succès qui peut peut-être naître quand on a envie d'aller sur ces plateformes-là et ce qui vous importe en fait de mettre en avant dans votre contenu? Est-ce qu'à un moment ce choix s'est posé à vous? Personnellement, je suis en plein dedans. J'ai pas fait de vidéo YouTube depuis genre janvier, là, je crois. Non, j'en ai sorti une il y a pas longtemps. Voilà, j'en suis à ce point-là. J'ai passé genre une semaine où je streamais pas. Donc quand je stream pas, pour moi, c'est comme si je perdais de l'argent parce que c'est censé être mon métier. Donc voilà, je suis obligée de choisir. Soit je stream, soit je fais des vidéos YouTube. J'ai passé genre une semaine où j'ai pas streamé, où j'ai fait une vidéo YouTube qui me plaisait à fond sur un sujet que je trouvais passionnant. Je me suis donné à fond. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir travaillé comme pas permis sur un personnage qui était super cool, un de mes personnages de jeux vidéo préférés, qui est donc le méchant de Fable, un jeu vidéo qui est sorti il y a un petit moment. Bref, Jack of Blade, c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai fait cette vidéo, j'étais en mode ouais, elle est trop bien, j'en suis vraiment fière. Je me suis défoncée sur la réal, je me suis défoncée sur le montage, je me suis défoncée sur les effets. Et elle a même pas fait 1000 vues. Et alors, moi, de toute façon, de manière générale, ma chaîne YouTube est très faible. Donc je sais que je dépasse pas les 500, 1000 vues, un truc comme ça. Mais je sais pas, j'ai eu une espèce de déclic où je me suis dit putain, mais j'ai passé une semaine sur ça. Je me suis donné à fond, tu vois, on en parlait tout à l'heure, on disait ouais, c'est pas parce que tu te donnes à fond que tu vas réussir, tu vois, voilà, je me suis donné à fond, j'ai tout fait au mieux, j'avais une musique cool, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, et en fait, non, ma vidéo, voilà, elle est tombée dans l'oubli en 2 semaines, et j'étais en mode, mais à quoi ça sert? Pourquoi je me fais du mal? Je pourrais me contenter de prendre un extrait d'un de mes lives où j'insulte salement un porc-épic qui est passé devant mon viseur. Je vais faire 3 fois plus de vues, tu vois, juste parce que c'est quelque chose de drôle ou parce que c'est sur un jeu vidéo du moment. C'était la bonne vignette. Ouais, voilà, parce que t'as mis une grosse vignette qui attire l'œil. Pourquoi pas, finalement? Pourquoi pas faire ça? Je veux dire, au moins, je me ferais de la thune, je pourrais payer mon loyer. Et pourquoi continuer à faire des vidéos sur lesquelles je suis complètement fan de ce que je fais? Je suis super heureuse de bosser dessus, mais ça me sert à rien. Ça reste dans l'oubli, ça ressortira pas. Et du coup, je suis dans cet état d'esprit depuis 2 mois. Je ne fais plus de vidéos YouTube parce que je suis en mode... Et je sais pas si je vais en refaire ou pas, mais je pense que le truc qui est plus important encore que toi, ce que tu veux faire et que suivre la tendance ou quoi, c'est que il faut que tu te dises dans 10 ans, est-ce que je pourrais me retourner, regarder ce que j'ai fait et en être quand même un peu fière? Parce que je me dis, si j'arrive et que je me dis, j'arrête les vidéos genre car analyse et tout, et je vais juste me contenter de faire des vidéos drôles, je serais quand même contente d'avoir fait des vidéos drôles en fait, parce que j'adore faire rire les gens. Donc je me dis, ouais, ce sera une vidéo qui sera moins travaillée. Mais si elle est drôle, si elle fait rire des gens, s'il y a des mecs qui rentrent de chez eux du taf, qui sont super fatigués et qui se disent, ah, j'ai vu cette vidéo, franchement, elle m'a remonté le moral. J'en serais quand même fière en fait, finalement. Ok, ce sera moins travaillé et tout, mais j'en serais quand même fière. Et du coup, si ça me permet de gagner ma vie et qu'en plus, je serais quand même contente d'avoir fait ça, même si c'est pas ce que je voulais faire à l'origine, au final, si je m'amuse bien à la faire, pourquoi pas, en fait. Donc je pense que vraiment, le plus important, c'est que tu kiffes ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais du tout, et que tu kiffes ce que tu fais, et que tu arrives quand même à trouver un compromis avec le fait que ça te rapporte un petit peu quelque chose. Si tu kiffes à fond ce que tu fais, mais que ça te rapporte rien, je meurs d'envie de te dire, mais continue, si tu aimes ce que tu fais, ça va se sentir... Honnêtement, je sais pas. Si tu kiffes ce que tu fais, mais que ça reste dans l'oubli à tout jamais, peut-être qu'il y a des trucs qu'il faut changer. Peut-être que tu peux te dire, je vais faire un truc plus court, ou je vais essayer de me penser sur autre chose. Peut-être essayer de faire des petits compromis. Mais par contre, et ça, je suis sûre qu'il faudra jamais l'enlever, il faut que tu sois fier au final de ce que tu as fait. Toujours. Je pense que c'est vraiment le truc. Il faut que dans 10 ans, tu te dises, ouais, je serais quand même contente d'avoir fait ça. Sinon, là, c'est quand même un peu dommage. Lola, Thomas? Alors moi, c'est une question que je me suis pas vraiment posée, puisque moi, je fais vraiment des vidéos que j'ai envie de faire et que j'aime faire, et des formats qui me conviennent, et je cherche pas à vivre de YouTube. Pour moi, YouTube, c'est un outil pour pouvoir parler de mon jeu, avoir des archives et faire un petit peu de publicité, mais de toute façon, je compte pas en vivre. Donc, partant de ce postulat, je me dis, comme de toute façon, j'en vivrai pas, et je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, même si du jour au lendemain, je me mettais à faire des tops et faire des vidéos avec une pub au début, au milieu et à la fin, parce que ça te fait remonter dans l'algorithme. Même en faisant ça, je suis vraiment pas sûre que ça aide à percer, donc autant pas dénaturer mon travail
pour tenter d'atteindre un espèce de succès qu'on nous vend et qui n'est même pas garanti. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'il n'y a aucune garantie qu'avec même les tips qu'on nous donne, ça va fonctionner, quoi. Bah ouais, moi, la précarité et l'envie d'en vivre me force un peu à y penser, mais je pense de toute façon, ça, à mon avis, c'est Eric le travail de tous les vidéastes sur Internet, le fait que ça, les trucs qui marchent, c'est ça, et on l'a forcément un peu en fond dans la tête. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours un peu dans la tête. Et après, il y a aussi la vision, enfin ça, c'est la vision de court terme. On se dirait, bah, je vais faire des trucs qui marchent, comme ça, ma vidéo va marcher. Mais sur la vision de long terme, après, que j'essaie d'avoir, moi, c'est de construire en fait une audience qui est certes réduite, mais qui est un peu plus engagée et un peu plus à laquelle je partage des choses et à qui j'apprends des choses, et du coup de me dire ok, il y a moins de gens, mais c'est des gens qui seront peut-être plus intéressés, qui sont peut-être plus à même du coup de donner de l'argent sur Tipeee ou quoi. Et ouais, en fait c'est un choix de modèle économique, ce qui est un truc très marketing. Donc ouais, c'est un truc qu'il faut faire aussi sur YouTube quand tu veux en vivre. C'est pas ce que je préfère, mais voilà. Et du coup je pense aussi mon contenu comme ça, donc forcément ça irrigue mon travail forcément, mais je vais pas me tourner vers ça parce que je sais qu'au long terme j'y gagnerai pas, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions, monsieur? Okay. J'avais une question sur le propos de la vulgarisation. En fait, à votre avis, est-ce que pour vous, il n'y a pas de mauvaise vulgarisation dans votre domaine? Parce que j'ai pu discuter avec des vidéastes scientifiques qui me disaient que tant que la vulgarisation n'est pas malhonnête, même s'il y a des erreurs dedans, c'est de la bonne vulgarisation et il en faut en faire. Et je voulais savoir si vous avez partagé cet avis-là ou pas dans le domaine du jeu vidéo. Alors, pour moi, je pense qu'avec le jeu vidéo, quoi qu'on fasse, je ne pense pas qu'on puisse faire de la vulgarisation avec un impact profondément négatif ou dangereux. Au pire, on peut avoir des notions un peu fausses ou pas forcément très claires, mais dans tous les cas, je ne pense pas que ça causera du tort à qui que ce soit. Au pire, c'est une information mauvaise et c'est dommage de ressortir, je sais pas, un mauvais terme de design ou quoi que ce soit. C'est un peu bête, mais je trouve que c'est moins dangereux que par exemple de la mauvaise vulgarisation médicale, par exemple. Si quelqu'un fait de la vulgarisation vraiment erronée sur des vaccins, par exemple, parce que j'en ai vu passer, ou sur des régimes alimentaires, ça peut vraiment causer du tort à des gens. Mais je pense que dans le jeu vidéo, la mauvaise vulgarisation est pas dangereuse. C'est dommage. Mais dans tous les cas, moi, j'accorde un peu aussi le droit à l'erreur aux gens en général. Personne n'est parfait. Moi-même, j'ai dû dire peut-être quelques bêtises de temps en temps. Il n'y a rien de mal, je trouve. Ouais, moi j'aurais du mal à faire un classement entre bonne et mauvaise vulgarisation parce que moi je le fais en amateur en plus, donc je sais pas trop, c'est un peu flou, puis je sais même pas si c'est vraiment la vulgarisation ce que je fais, donc ça reste encore plus flou. Moi ce que j'essaie de faire en tout cas c'est de voir si de pas suivre les vidéastes qui se sentent hégémoniques sur leur discours et donc ne mettent pas les sources, des choses comme ça ça je trouve que c'est des attitudes qui peuvent être un peu plus dangereuses parce que surtout quand tu parles de jeux vidéo c'est jamais vraiment dangereux. Mais sur certains sujets ça peut l'être, et le fait qu'on puisse du coup vérifier en tant que viewer ce qu'on fait, ce que font les vidéastes, c'est bien. Après j'essaie de me faire relire par des gens qui sont un peu plus calés que moi ou des choses comme ça aussi, pour moi éviter de faire trop d'erreurs, quoi. Après je ne saurais pas dire s'il y a de la bonne ou la mauvaise vulgarisation, à part dans les gens voilà, un peu dangereux qui vont vanter des médecines parallèles ou qui vont des choses comme ça, quoi. Mais sinon, ouais, je suis un peu dans la même idée, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait de la mauvaise vulgarisation à partir du moment où ça met pas les gens en danger. Genre la vulgarisation scientifique qui est complètement erronée, là par contre, ok. Mais quelqu'un qui va par exemple prendre un texte sur Wikipédia et essayer de te le simplifier, ok, on peut dire ce qu'on veut là-dessus, mais dans l'idée, j'aurais tendance à dire, le texte sur Wikipédia, on serait peut-être pas allé le lire de nous-mêmes. Donc au final, si cette vidéo a permis de nous mettre ce texte sous les yeux, pourquoi pas. Après, il y en a qui sont peut-être plus ou moins bien réalisées, plus ou moins bien écrites que d'autres, mais dans le pur domaine du jeu vidéo, j'avoue que c'est compliqué parce que moi, par exemple, on peut dire que je fais de la vulgarisation de Chara Design avec des très grosses guillemets parce que j'essaye de rendre ça accessible et de faire comprendre à n'importe qui les mécanismes qui vont derrière. Je serais foutrement incapable de dire si je le fais bien ou pas, et je pense pas que quelqu'un pourra me dire si je le fais bien ou pas. Donc c'est plutôt une idée de si ça sert ou pas. Et là, pour le coup, ça va dépendre des gens. Donc c'est vraiment une question assez épineuse. Mais là, tout de suite, dans l'immédiat, je pense que on peut se fixer là-dessus, quoi. Si ça met pas des gens en danger, c'est peut-être pas de la mauvaise, c'est peut-être pas grave du coup. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement? Bonjour.
En fait, je voudrais savoir si on y devait imaginer que sur Twitch ou sur YouTube, où les deux, vous arriviez à percer dans ce domaine-là, c'est-à-dire que votre communauté commençait à grossir, est-ce que vous auriez peur de perdre la convivialité que vous avez actuellement avec vos viewers ou des gens qui regardent vos vidéos? Et est-ce que vous avez peur en fait qu'une partie des personnes qui regardent vos vidéos actuellement ou qui vous regardent en live quittent le stream parce que ils ont l'impression que c'est différent juste parce que vous avez percé sur ces plateformes? Est-ce que vous avez peur de ça? Ou alors est-ce que ça ne vous dérange pas du tout? Alors c'est une question intéressante parce que je me pose pas mal de questions justement sur les liens avec les gens de ma communauté. Sur Twitch, je pense que ça m'embêterait parce que moi je vois plein de streamers qui ont 10 000 messages à la seconde. Enfin, tu peux même pas lire ce qui se dit sur le chat, donc tu perds ce côté interaction, je trouve. Après sur YouTube, ça me dérangerait pas parce que c'est toujours très difficile de mettre la limite entre convivialité du genre je suis sympa avec ma communauté, je réponds de temps en temps aux commentaires, et une proximité un peu ambiguë, gênante, parce que dans les petites communautés, au début, on est très à même de pouvoir répondre à tous les commentaires et à pouvoir discuter un petit peu, ce qui fait que les gens s'imaginent des relations qui n'existent pas. Parfois, des gens qui vont penser que du coup, comme vous avez répondu à leur message plusieurs fois, vous êtes amis maintenant. Donc moi, limite, ça me rassurerait d'avoir l'excuse de dire « Ah, mais il y a trop de monde, je peux plus répondre ». Comme ça, je me mettrais un peu plus en sécurité vis-à-vis de ce genre de relations. En tout cas, pour YouTube, Twitter et tout ça, ça serait peut-être plus simple. Pour Twitch, vraiment, ça m'embêterait parce que là, je trouve qu'on perdrait peut-être un peu d'interaction directe pendant les lives et des discussions. Ah oui, du coup, ouais, pareil. Je pense que sur YouTube, ça reste gérable entre très grosses guillemets, parce qu'effectivement quand tu as 100 000 commentaires c'est pas possible, mais si tu as 100 000 commentaires, tu peux peut-être te permettre de répondre à certains des plus intéressants. Sur Twitch c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Après sur Twitch du coup, si tu peux pas répondre au cas par cas, tu peux quand même en vrai, sur Twitch, un streamer qui est très connu, si tu veux vraiment lui parler, si tu veux vraiment lui dire un truc, tu vas trouver un moyen, que ce soit en passant par les dons, ou par les cheers, ou en répondant plusieurs fois à ta question, ou quoi. Donc, même si la proximité est vachement plus compliquée, mais malheureusement, je veux dire, on n'a pas d'autre moyen de le faire. Je veux dire, c'est ton streamer, si au bout d'un moment il perce, si tu décides, moi je le suis plus parce qu'il répond plus à ma question, c'est un peu triste. Alors que si c'est un streamer que t'aimes bien pour sa personnalité ou quoi, ça peut valoir le coup de rester, même si d'accord, il répondra peut-être moins à ta question ou il te dira peut-être moins bonjour. Et encore, ça dépend. Par exemple, je connais un gros streamer qui s'appelle Crane Live, qui dit bonjour à chaque membre de sa communauté au début de ses lives. Ça lui prend 1 heure. Et il a 700 viewers en moyenne, 700, 1300. Et quand il commence ses lives, il dit bonjour machin, bonjour machine, bonjour machin, bonjour, pendant 1 heure. Donc, est-ce qu'on perd vraiment de la proximité? Je sais pas, je pense que ça dépend des streamers. Il y a des moyens encore de continuer, mais après, voilà, faut être réaliste, autant du côté streamer que viewer. Ouais, évidemment, tu pourras peut-être plus parler aussi positivement qu'au début. Mais il faut pas non plus que ce soit un frein en mode du coup, je m'en vais, du coup, j'aime plus ça et tout. Ça dépend ce que les gens recherchent, mais ça devient pas impossible, ça devient juste plus dur. Donc après, moi personnellement, ça me dérangera pas dans l'optique où, de toute façon, c'est un peu comme toi, je tenais à mettre une relation de distance, c'est-à-dire que je réponds volontiers quand on me parle, mais voilà, j'ai jamais eu une ambiance très pote avec mes viewers en mode alors comment vous allez, un jour on ira prendre une bière ensemble. C'est pas du tout comme ça que je suis, même si j'aime beaucoup plaisanter avec eux, je suis morte de rire en lisant mon chat, mais voilà, c'est une relation qui reste un peu distante pour me protéger aussi. Et du coup, si un jour ça devient énorme et que j'ai genre 800 personnes sur mon live, je dirais bonjour à certains, je répondrai aux questions du maximum que je pourrais, mais ouais, il y en a qui seront mis de côté. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais je pense pas que ce soit franchement un énorme défaut, parce que ça reste quand même, comme je l'ai dit, si quelqu'un veut vraiment te parler, il trouvera un moyen de le faire, et tu trouveras un moyen de voir son message. Ouais, moi je suis vraiment mal à l'aise avec l'idée de communauté, c'est pas un truc dans lequel je me sens bien et dans lequel je m'identifie. Je pense pas que les gens qui me suivent c'est une communauté. En tout cas, je fais rien pour. Et en plus, j'ai beaucoup trop d'anxiété sociale pour arriver à gérer une communauté. Donc, et puis voilà. Et puis en plus, moi, l'essentiel vraiment, c'est de pouvoir arriver à en vivre de mes trucs. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange. En plus, je pense qu'il y a toujours des gens qui viennent me voir par mail ou par MP, et je serai toujours, je pense, assez gentil et chaleureux avec eux. Donc, ça n'empêchera pas la proximité avec ceux qui la cherchent. Mais après, voilà, c'est pas un truc qui m'inquiète particulièrement.
On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu. Merci à nos invités. Merci au forum et à Hugo en particulier qui m'a aidé à organiser cette table ronde. Je vous souhaite une bonne soirée avec je pense qu'il reste un peu de soleil dehors, donc profitez-en et à bientôt. Merci beaucoup.